Eh bien, nous y voilà. 4e édition déjà de ce colloque recherche et développement du Studbook Self Français. Et oui, 4e édition, on dirait pas comme ça. Mais entre-temps, il y a eu la pause Covid, forcément, il a fallu s'adapter. 4e édition et déjà 15 ans, presque 15 ans que le Studbook Self Français organise ce fameux testage qui vient de se clôturer il y a à peine une heure ici pour cette édition 2022 avec la victoire de Jet Desforêts, fils d'Intouchable, qui s'impose cette année, qu'on a salué, qui vient inscrire son nom à cette longue série du coup eh bien, des vainqueurs des 3 ans. Nouvelle formule depuis quelques années maintenant. Ouais, nouvelle formule parce que eh bien, ce testage, il a évolué avec le temps. Il a changé de date dans le calendrier, il a changé de format, il a changé de présentation, il a changé de style de notation. Le résultat aussi, le guide des étalons a muté lui aussi avec une version 100% numérique depuis quelques temps, un contenu enrichi, des photos, des vidéos. Eh bien, toutes ces évolutions, on les a suivies parce que le temps qui passe nous y force. À chaque fois, il a fallu rebondir, il a fallu tirer les enseignements de ce qu'on avait réussi, moins réussi, et on a amélioré notre outil, notre système, notre communication, notre commercialisation aussi à la suite. Et bien toutes ces évolutions, on va s'apercevoir avec la thématique aujourd'hui, eh bien que ce sont exactement les mêmes avec les jeunes chevaux. Ben oui, parce que c'est notre cœur de métier au Studbook Self Français, les jeunes chevaux. Et cette année, eh bien, ça nous paraissait évident de parler de l'éducation et de la formation de nos jeunes chevaux. N'est-ce pas, Monsieur Cadiou, président du Studbook Self Français, vous qui avez suivi eh bien, cette nouvelle victoire il y a quelques instants, vous êtes l'homme orchestre en tant que président, toutes les manettes, et c'est vous qui lancez du coup cette 4e édition de ce colloque. Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être venus. Évidemment, je pense que si on avait eu un meilleur temps, on serait un petit peu plus nombreux, parce que je suis sûr que cette thématique sur l'éducation et la formation du jeune cheval vous passionne. En tout cas, nous, ça nous passionne. Comme le disait Jérémy, c'est notre cœur de métier. Il faut effectivement du temps pour découvrir les qualités de nos jeunes chevaux et tout ce qu'on met en place avec les qualifications, le testage, les championnats. Tous ces événements nous permettent effectivement d'essayer de définir tous ces jeunes étalons qui vont pouvoir tenter de prendre la relève de nos stars d'aujourd'hui. Donc merci à vous d'être venus aussi nombreux. Donc le thème, c'est effectivement donc l'éducation et la formation. Et non seulement c'est un sujet qui nous intéresse, mais c'est aussi un sujet qui intéresse Anne Ricard, qui nous fait le plaisir d'être venue aujourd'hui, donc qui travaille à l'INRAE et qui est en charge de nombreuses études, notamment tous nos indices de performance et nos indices génétiques, et qui aussi s'est attelée à une étude sur la longévité sportive de nos jeunes chevaux, enfin de nos chevaux en général. Et évidemment, on s'est posé la question de savoir si tous ces dispositifs qu'on mettait en place avaient du sens en termes de longévité. Donc elle a fait une étude spéciale sur la longévité sportive de nos jeunes chevaux de 2 et 3 ans qui concourent dans nos qualifs et nos championnats depuis plus d'une dizaine d'années pour voir si effectivement on n'altère pas leur santé. Donc ces résultats seront très intéressants. Donc je vais passer la parole au premier, qui est, je ne sais plus. On va reprendre, on a 4 intervenants, Monsieur le Président. Je vous laisse prendre place, vous aussi, pour suivre cette soirée, et on va les accueillir, nos intervenants. Vous allez voir, on va construire cette soirée en commençant eh bien, par là, le plus jeune des poulains, mais effectivement, c'est Anne Ricard que je vais accueillir en premier. C'est elle qui aura le mot de la fin, parce que le Studbook Self Français, ce sont des outils souvent décriés, finalement plébiscités toujours à la fin, et elle viendra nous le prouver une nouvelle fois. Anne Ricard, donc, qui nous accompagnera ce soir pour la présentation de son étude sur la longévité sportive. Parmi toutes les évolutions que le Studbook Self Français a mis en place, et ça fait suite justement au colloque de l'année dernière, eh bien, c'est l'évolution sociétale qu'a le public vis-à-vis du cheval, des jeunes chevaux, de la présentation. Et cette évolution sociétale, eh bien, il y a une entreprise en France qui a été précurseur finalement dans ce domaine, dans cette perception
qu'a le public du cheval. C'est le haras de la Sens. On a un spécialiste qui est venu nous rejoindre depuis quelques années sur le testage, mais pas que. Le spécialiste en question ce soir, c'est Manuel Godin, directeur du haras de la Sens. La prise en compte du comportement, bien sûr, c'est important. Et vous avez vu, pour ceux qui ont suivi les finales, notamment au mois de septembre, à Fontainebleau, sur la finale de l'événement femelle, il y a eu quelques évolutions dans le rond d'Avincourt pour la présentation au saut en liberté. Des mèches qui ont été supprimées, des barrières qui ont été disposées, justement une présentation différente dont on n'avait pas encore l'habitude. Eh bien ces évolutions, on va pouvoir en parler avec l'un des spécialistes aujourd'hui du saut en liberté en France. Je vais vous demander d'accueillir monsieur Éric Livenet. Et enfin, c'est avec lui que l'on va démarrer cette soirée. Je vous avais dit on démarrait par les plus jeunes. Il est l'un des spécialistes de la présentation des chevaux. On l'a vu performer au niveau international dans les Young Breeders. Il est aujourd'hui formateur pour le Stud Buxel français, enseignant. Il est du département de l'Ain et agit aujourd'hui dans une entreprise familiale. Monsieur André Audinot. Bonsoir André. C'est donc vous qui allez démarrer cette présentation. On l'a dit, le Stud Buxel français, le cœur de métier, c'est l'élevage. Les jeunes chevaux, bien sûr, mais quand on parle de jeunes chevaux, on prend vraiment la base. Les poulains nouveau-nés, on se dit au final, chacun sa méthode, chacun fait comme il le sent. Il y en a qui mettent le licol le premier jour, il faut absolument prendre les pieds. Il y en a d'autres qui disent, on laisse faire la nature, on verra à la suite. Il y a le cheval, il y a les hommes, il y a forcément une appréhension. Et puis il y a cette perception. Au final, on travaille avec du vivant. On a notre perception en tant qu'homme, mais l'animal, lui, en a peut-être une différente. C'est vrai que la base de la manipulation du poulain, comme tu l'as dit Jérémy, c'est assez personnel. Il y a autant de méthodes que de présentateurs. Pour autant, on se base toujours sur l'animal. Donc la première mission de l'homme de cheval ou de la femme de cheval, c'est déjà de connaître l'animal. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, déjà quels sont les éléments indispensables à connaître pour respecter la bonne pratique dans la manipulation du poulain. Ah, voilà. Donc, pour ce qui nous intéresse dans la manipulation au niveau du sel français, moi j'aime bien toujours partir de la finalité et après, petit à petit, de faire découler le travail qu'on va devoir poser. Donc, ce qui, pour nous, est assez intéressant, ce sont les présentations en liberté. Il faut savoir qu'en amont, il y a forcément un travail. Donc, on va regarder une petite vidéo de ce qu'on pourrait avoir comme résultat final. Donc ici, on peut voir présentation avec une poulinière en main, un poulain en liberté, mais qui connaît parfaitement son placé et qui du coup peut se mobiliser au mieux et se présenter de manière optimale par rapport au jury. Donc tout ce travail-là doit être préparé en amont. Ça, c'est l'exercice final. C'est l'objectif. C'est ça. Donc maintenant qu'on connaît la fin, on va essayer de repartir depuis le début pour connaître les éléments à installer. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'un cheval ? Souvent, on va entendre il s'agit d'un athlète, c'est un partenaire, c'est un animal de compagnie, mais tout ça, c'est simplement une vision personnelle de qu'est-ce que le cheval. Si on doit poser une définition parfaite du cheval, la première image qui doit nous venir, c'est ça, parce qu'un animal, un cheval, c'est à la base un animal sauvage. Et si on doit poser trois définitions, ça va être un herbivore grégaire de plaine. Et le cheval, ce n'est que ça. Et si je respecte ça, dans mon travail et dans l'approche que je vais avoir de l'animal, je vais respecter l'animal. Dès que je vais commencer à sortir de ces éléments-là, je vais commencer à faire, entre guillemets, de l'approximation par rapport à mon animal. Donc le premier terme herbivore, ça va nous aider en fait à savoir comment réfléchit le cheval. Un herbivore ne va pas réagir pareil tout à fait qu'un prédateur. Donc l'instinct de fuite, etc., on en discutera peut-être par la suite, mais ça va avoir une influence particulière sur son comportement de base par rapport à la nouveauté.
Le côté grégaire va nous permettre de discuter avec l'animal, parce qu'on ne va pas apprendre exactement de la même manière à un âne, qui est un animal plutôt solitaire, qu'à un cheval, qui est un animal grégaire, parce qu'il va avoir toute une bibliothèque de moyens de communication que n'aura pas un animal solitaire. Et ensuite, le deux plaines va nous indiquer les premiers comportements instinctifs que va avoir le cheval. De même, un cheval qui vit dans les plaines ne fonctionne pas pareil qu'un cerf qui vit à la forêt. Donc, en termes d'apprentissage, je ne vais pas du tout aborder le même travail en fonction des animaux. Donc, maintenant qu'on sait qu'on est en face d'un herbivore, donc d'un mammifère, on va essayer d'étudier ces 5 sens et on verra que ces 5 sens vont avoir une influence dans toute la manipulation, donc pour nous du poulain, mais dans le travail de Manu ou d'Éric, par la suite, on pourra toujours se référer à ça. Donc le premier sens qui va vraiment diverger de notre référentiel va être la vue. Donc comme tout le monde le sait, le cheval n'a pas les yeux placés sur l'avant de son crâne. Donc ses yeux étant placés en périphérie, il va avoir une vision beaucoup plus large, donc il va pouvoir capter beaucoup plus d'éléments qu'un humain, ce qui va faire aussi que la plupart du temps, on ne va pas comprendre son comportement parce qu'on simplement on n'a pas capté les mêmes informations. Et comme vous pouvez le voir sur les illustrations, donc sur la partie supérieure, vous avez la vision humaine, donc qui est une vision binoculaire, mais qui grosso modo couvre 160 degrés. Et sur les deux schémas inférieurs, vous avez une vision quasiment sur 340 degrés. Donc la grosse différence, c'est cette vision binoculaire, chez nous qui est assez élevée, à peu près 120 degrés, alors que chez le cheval, elle va couvrir à peu près 65 degrés devant lui. En revanche, toute la vision périphérique que nous ne pouvons pas capter, le cheval, lui, peut capter quasiment tous les mouvements qui vont jusqu'à l'arrière de son corps. Et le deuxième point qui va être intéressant, outre la vision des couleurs qui pourra avoir une influence sur certainement le travail à l'obstacle, mais qui dans la manipulation du cheval ne va pas avoir un effet direct, c'est plutôt les zones aveugles. Pour nous, avec les poulains qui vont être importantes à connaître. Donc on dit toujours aux enfants, ne passez pas derrière, ne passez pas dessous. En soi, c'est du bon sens parce qu'on est proche de l'animal, mais ça s'explique parce que on se retrouve directement dans les zones aveugles. Donc ces zones-là sont très importantes à connaître pour la sécurité, mais aussi pour mettre le cheval dans le confort de travail. Donc ensuite, on va avoir l'ouïe, qui va être un sens également qui va un petit peu diverger de ce que nous pouvons ressentir, de par la mobilité des pavillons du cheval. Étant donné que c'est un animal de plaine, il va pouvoir capter beaucoup de sons. En termes de gamme, ça va être sensiblement la même gamme que nous, mais un petit peu décalé vers les ultrasons, ce qui explique aussi le côté un petit peu mal à l'aise des chevaux quand on est en sous-bois, parce qu'ils captent des ultrasons qu'on est incapable d'écouter. Et par rapport aux poulains et aux très jeunes chevaux, il faut savoir qu'il y a une connexion nerveuse qui existe entre ses yeux et ses oreilles, pareil, qui n'existe pas chez nous, et qui va, entre guillemets, forcer l'animal à écouter s'il a vu quelque chose, un mouvement, et inversement, qui va le forcer à regarder s'il a entendu quelque chose. Donc, ça va influencer sur notre manière de faire. Si votre cheval a son attention qui est captée sur quelque chose, demandez-vous, est-ce qu'il l'a vu, est-ce qu'il l'a entendu, et est-ce que, de par mon comportement, je ne peux pas jouer sur ce sens-là pour réattirer l'attention du cheval sur moi. Donc l'utilisation des sens peut être en votre défaveur, mais à l'inverse, ça peut vous servir si vous savez comment ça fonctionne. Les fameux fantômes. Les fameux fantômes, le coin fantôme dans le manège. Donc ensuite, vous avez l'odorat, qui là sur les poulains va jouer un rôle primordial dans le contact avec sa mère et ensuite avec vous. Et vous, dans la vie de tous les jours, vous pouvez le voir, hein, en fonction des attitudes des chevaux, le maréchal, le vétérinaire, souvent ils ont des comportements qui sont un peu atypiques. C'est souvent parce que l'odorat a trahi le maréchal avant qu'il arrive.
Donc le cheval a vraiment une bibliothèque d'odeurs et aujourd'hui on était en présence d'Antier, donc il a un organe pareil que l'on n'a pas, qui est l'organe de Jacobson, qui lui permet de ressentir des composés chimiques dans les odeurs, et ce qui explique aussi le lien très fort qui existe entre la mère et son poulain. Donc vue, oui, odorat. Voilà, donc on va continuer, il nous en reste encore 2. Donc le goût, ça pareil, je pense que c'est intéressant de le savoir. Le cheval a des papilles gustatives, donc il est capable de sentir les goûts, à la différence du chien par exemple, qui a un odorat très développé mais un goût qui est quasiment inexistant. Donc ça va lui permettre de tester tout ce qui est comestible dans sa vie de tous les jours, mais ce qui va aussi permettre pour ceux qui utiliseraient du renforcement positif, de pouvoir récompenser le cheval sur une friandise qu'il apprécierait plutôt qu'une autre. Donc on en discutera après, mais à savoir que le goût peut être utile dans notre travail. Et le dernier sens, mais pas des moindres en équitation, c'est le toucher. Donc c'est le sens qui nous permet de communiquer en tant que cavalier avec le cheval. Les anciens disaient le cheval répond au souffle de la botte. Donc ça prouve que cet organe-là est très sensible chez le cheval. Et ça va permettre entre les individus d'établir de la communication. Donc ce qui va nous permettre aussi, nous via le grooming, d'établir une communication forte avec le cheval pour progressivement lui ramener du confort. Donc le mauvais côté de se toucher, ça peut être l'hypersensibilité. L'hypersensibilité de la tête avec les vibrisses ou l'hypersensibilité du corps du cheval avec le muscle possier qui lui permet de vibrer, mais qui dans le travail pourra nous indiquer si le cheval est confortable ou pas. Le passage des oreilles pour le filet, par exemple, au démarrage, la zone aveugle plus le toucher. Au final, en partant de choses très basiques, pseudo-scientifiques, parce qu'on le connaît tous, on va expliquer les comportements et du coup les difficultés auxquelles on est confronté au quotidien. C'est ça. Donc la base reste toujours très simple. Après, c'est simplement y revenir pour pouvoir comprendre le comportement de l'animal. Donc après, sur les bases d'apprentissage, parce que là, on va travailler sur des très jeunes individus. Donc il faut savoir qu'à la base, on a des comportements qui sont innés et des comportements qui vont être acquis. Donc dans les comportements innés chez les poulains, vous avez le fait de se lever, vous avez le fait de téter, et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. 99,9% des poulains vont sortir avec. Donc on va avoir certains problèmes pour ceux qui ne l'ont pas, et ça va être le travail de l'éleveur. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment sur le travail du comportement acquis. Et dans le travail de comportement acquis, vous allez avoir toutes les relations avec les autres congénères, mais vous allez aussi avoir en grande partie ce que l'humain va apporter au cheval. D'où l'importance de savoir ce qu'on enseigne au cheval. Donc les scientifiques ont travaillé sur le tempérament et le caractère, et ils ont établi que le tempérament était ce qui était inscrit dans le cheval. Vous avez des chevaux qui vont sortir avec un petit peu plus d'émotion, des chevaux un peu plus peureux, des chevaux un peu plus gais, et inversement. Donc grosso modo, ça va représenter à peu près 25% de l'individu. Sur ces 25%-là, vous ne pourrez rien faire. Un cheval très tonique, il sera toujours très tonique. Par contre, vous pourrez intervenir sur ce qu'on appelle le caractère, d'accord ? Et le caractère, c'est 75% de l'individu. Et ça va être modelé par les autres chevaux, par la mère, par les humains, les différentes situations que le cheval va rencontrer. Donc, ça nous laisse quand même une grande part de travail pour pouvoir modeler le cheval à l'image de ce qu'on attend de lui pour un futur sportif ou pour un futur cheval de manège. Donc pour le poulain, le premier apprentissage qu'il va avoir, c'est de l'apprentissage par mimétisme. Il va simplement regarder sa mère, d'où l'importance de bien sélectionner les mères. On en a déjà parlé sur différents colloques sur la génétique, mais vous avez exactement la même chose sur le comportement. Une bonne mère avec un comportement stable vous facilitera le travail au niveau des poulains. Et ça va également vous aider parce qu'en fonction de l'attitude que vous allez avoir et des déplacements que vous allez avoir, le poulain va plus ou moins comprendre et se déplacer par rapport à vous. Donc,
Actuellement, on entend beaucoup parler de renforcement positif, renforcement négatif, donc on ne va pas forcément rentrer exactement dans les détails, mais à savoir que quand on parle de renforcement positif, c'est qu'on va ramener une récompense, la plupart du temps une récompense alimentaire, pour renforcer le comportement que le cheval vient d'avoir. Inversement, le renforcement négatif, c'est qu'on va commencer à faire une échelle de progression dans l'utilisation des aides, et dès que le cheval aura le comportement voulu, on va retirer les aides qu'on a installées. Donc, par exemple, je mets des jambes, je serre progressivement mes jambes, le cheval ne répond pas, j'utilise un coup de talon, il ne répond pas, j'utilise un coup de cravache. J'utilise une échelle de progression, et dès que le cheval est parti en avant, je vais retirer tout de suite les aides pour que le cheval comprenne que c'était la bonne utilisation. Donc il faut savoir que dans la nature, le cheval n'apprend que par renforcement négatif. C'est comme ça qu'il est programmé et c'est comme ça qu'il fonctionne avec les autres congénères. Donc on verra après une vidéo qui va vous montrer que même un poulain, donc tout petit, va apprendre par renforcement négatif avec ses autres congénères. Et dernière notion qui est vraiment importante, c'est la notion d'habituation et la notion de sensibilisation. Donc le cheval est un animal qui apprend et qui apprend avec tout ce qu'il côtoie et toutes les situations dans lesquelles il peut être. Donc on peut habituer un cheval à tout. Dans le passé, on allait à la guerre avec un cheval. Aujourd'hui, on tire un coup de fusil, la moitié de l'écurie monte sur les murs parce qu'ils ne savent pas. Donc c'est un animal qui apprend assez facilement par habituation, mais pareil, on a des techniques qui sont assez facilement utilisables pour leur apprendre progressivement à avoir un degré d'habituation et du coup un degré de stress qui progressivement va diminuer. Et inversement, la sensibilisation, c'est ce qui nous permet d'avoir des chevaux de plus en plus légers. Et ça, c'est également dans l'utilisation de vos aides et dans la manière que vous avez d'apprendre au cheval qui va lui permettre d'être plus sensible à tel ou tel code. C'est parfait. Donc là, on va voir une vidéo. Donc c'est un groupe de poulinières avec des poulains. Donc ici, on a un poulain qui est en train de naviguer, mais ce qu'on ne peut pas voir sur la vidéo, c'est qu'il est en train de naviguer à côté d'une mer qui n'est pas la sienne. Et si vous regardez, vous avez le poulain de la mer qui est derrière. Donc là, vous avez la mer qui a baissé les oreilles, d'accord ? Elle s'est légèrement tournée et elle a eu un signe d'agression envers le poulain. Donc ça, c'est l'illustration parfaite de ce qu'est le renforcement négatif. Donc souvent, on entend le terme négatif et on pense que c'est pas bien. Négatif, c'est simplement que la poulinière a retiré l'attaque une fois que le poulain est parti. Donc c'est un comportement qui est complètement naturel. Et pour ma part, et dans ce que je vais vous expliquer ce soir, c'est comme ça que j'enseigne aux poulains. C'est en essayant de rester le plus naturel possible par rapport à un très jeune individu qu'on ne va pas détériorer ce qu'il aurait pu comprendre avec les autres chevaux. Donc au niveau des bases du travail, et ça je pense qu'on Manu en discutera peut-être un petit peu plus précisément dans son intervention, mais on va avoir grosso modo à chaque fois 3 éléments. Donc c'est la même chose pour les humains, c'est la même chose pour les chevaux. On a 3 blocs principaux qui sont le bloc physique, le bloc mental et le bloc émotionnel. Le but étant d'obtenir un équilibre entre ces 3 éléments-là. En tant qu'humain, par rapport au cheval, on peut facilement intervenir sur le physique et sur le mental. La partie émotionnelle étant, entre guillemets, la partie la plus délicate à travailler chez l'individu, parce qu'on n'a pas forcément de moyen direct de faire travailler le cheval sur cet état émotionnel. Mais si déjà vous avez un bon contrôle du physique et du mental du cheval, en fonction des exercices que vous lui proposez, vous arriverez progressivement à avoir un équilibre suffisamment stable pour que le cheval se sente bien et pour que le cheval progresse. La seule chose à laquelle il faut rester attentif, c'est qu'avec un poulain, on a vite tendance à utiliser plus de physique, simplement parce que le poulain est plus léger, chose qu'on ne ferait pas avec un animal de 600 ou 800 kg.
Donc il faut essayer de ne pas surjouer cet élément physique-là avec les poulains. Et c'est là les plus grosses fautes que je vois sur la manipulation, c'est que la plupart du temps, on force les poulains à faire, parce qu'on en a les moyens. Le problème, c'est que dans le temps, ça crée énormément de résistance, et du coup, petit à petit, ça amène aussi à des problèmes de comportement, voire même de la réactivité, simplement parce que le cheval n'a pas appris. Par exemple, la mise en place du licol paraît un geste assez simple, mais si vous n'apprenez pas au cheval à respecter le licol, on va retrouver des 2 ans ou des 3 ans qui vont tirer au licol. Dès qu'ils vont avoir une situation qui va être problématique, le premier réflexe qui va venir, c'est de tirer au licol. Si vous avez bien fait votre travail dans la manipulation du poulain, a priori, le fait de tirer sur le licol, c'est quelque chose qui doit quasiment être inexistant dans le travail du 2 et 3 ans. Et pour ce faire, nous, ce qu'on va utiliser en tant qu'humain, ça va être un travail de respect, un travail de confiance et un travail de connexion. Donc le respect, ça va nous amener de la sécurité, parce qu'on va pouvoir poser des demandes et le cheval y répondre. Le travail de confiance va mettre le cheval en sécurité, parce qu'on va lui montrer progressivement les situations dans lesquelles on va le mettre. Et le travail de connexion, c'est quelque chose que le cheval va nous rendre. Il va être attentif à ce qu'on lui demande, et ça va lui permettre du coup d'être un athlète complet et concentré sur la tâche qu'on va lui incomber. Donc maintenant, ça c'est particulier sur les poulains. Donc, comme Jérémy l'a dit, il y a plusieurs méthodes. De manière scientifique, ils ont prouvé que la première semaine, les 15 premiers jours, était une période qui était importante pour créer le lien entre la mère et le poulain. Donc, grosso modo, dans ces 2 premières semaines, l'idée, c'est d'amener assez peu d'humains. Donc, personnellement, la première semaine, je fais rien. Je laisse la mère et le poulain, hormis les soins de base après la naissance, mais je laisse le lien entre la mère s'établir afin que le poulain ait le comportement le plus normal vis-à-vis déjà de sa mère et vis-à-vis des autres congénères qui vont être autour. Lors de la 2e semaine, on va pouvoir commencer à habituer le cheval à la présence de l'humain, sachant qu'on ne va pas avoir d'interaction directe avec le poulain, on va surtout avoir une interaction avec la mère, qui sera un très bon support pour commencer à licoler la mère, bouger un peu la mère, mais toujours en restant très neutre vis-à-vis du poulain. Et à partir de la 3e semaine, on va pouvoir commencer un peu à interagir avec le poulain. Donc ici, vous voyez une progression qui est relativement standard. Commencer à travailler sur le contact. Une fois qu'on peut commencer à travailler via le contact, où le poulain est venu nous voir, il nous a flairé, ensuite on va pouvoir travailler par sensation, c'est commencer à demander de la mobilisation au poulain en le touchant, sur les fesses, sur les épaules, sur l'encolure. Et ensuite on va pouvoir lui montrer qu'on peut avoir des outils, donc ça va nous permettre progressivement d'amener notre licol. Et une fois qu'on a travaillé cet élément-là, plus loin, on pourra travailler un petit peu les exercices de liberté, et ce qui facilitera certainement le travail d'Éric sur le travail des 2 et 3 ans. Donc on voit que c'est très progressif. Après, ça peut être modifié, on peut travailler par suggestion avant la sensation, mais le tout, c'est d'être suffisamment organisé pour s'adapter à l'animal et faire en sorte qu'il puisse comprendre. Donc les qualités maintenant de l'humain, parce que là on a beaucoup parlé de l'animal, mais à la base on doit déjà être des éducateurs, donc calme, patient, positif, c'est exactement les mêmes qualités qu'un enseignant pour un enfant. Ensuite, on doit être très conscient de nous-mêmes, et le premier élément à prendre en compte, c'est votre espace personnel, c'est savoir où vous êtes dans l'espace et se rendre compte de l'impact du poulain ou de la mère sur vous. Parce que naturellement, l'animal étant plus gros que vous, même quand il sort poulain, on va très vite se faire déplacer dans l'espace si on n'est pas maître de nos pieds. Et dans la nature, le déplacement, c'est ce qui permet d'établir la hiérarchie. Donc dès qu'un sujet va bouger un autre sujet, celui qui contrôle les pieds de l'autre, petit à petit, va s'installer en tant que dominant. Donc nous, en soi, ça ne nous intéresse pas vraiment dominant-dominé, parce qu'on n'est pas de la même espèce, mais par contre, cette gestion de la place par rapport à l'autre va avoir un réel impact sur l'écoute que va nous porter l'individu. Donc soyez conscient de là où vous êtes, et comprenez que si vous
bougez les pieds du cheval, vous serez toujours beaucoup plus maître de la situation que si c'est le cheval qui bouge vos pieds. Et ensuite, ça c'est très important pour éviter tous les problèmes de sécurité, de poulains qui se retournent, etc., c'est le travail de votre main. Donc, en tant que cavalier, ça nous paraît logique, mais à pied, on a rarement l'occasion de dire qu'on a une bonne main quand on tient une longe et un licol. Cette qualité de main, c'est exactement la même. Vous devez apprendre à agir, résister, céder. Ça, c'est des concepts classiques. Et plus vous développez ce contact de main, plus vous aurez une relation avec l'animal qui va être fluide, simplement parce que vous serez confortable. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est assez complet, malgré le fait qu'on soit à pied. Et ensuite, dans le travail d'approche du cheval, et ça, on le verra avec les autres intervenants, cette notion de confort et d'inconfort, c'est ce qui va gérer la vie de l'animal tout au long de sa vie et tout au long des situations qu'il va pouvoir rencontrer. Donc, si vous voulez qu'il puisse apprendre et répéter, il va falloir le mettre dans le confort. Si vous voulez le motiver à changer et à apprendre, il va falloir utiliser de l'inconfort. Et plus vous allez utiliser cette balance confort-inconfort, plus vous allez renforcer l'apprentissage du cheval. Donc ça, c'est vraiment la notion primordiale pour apprendre à n'importe quel animal, dès que vous voulez travailler confort-inconfort. Et le dernier point pour vous, donc je suis désolé, j'ai mis des termes anglais, mais ils ne parlent par eux-mêmes. On va travailler donc, sur le feeling, donc c'est votre capacité à ressentir et à intervenir à propos par rapport à votre cheval. Le timing, quand est-ce que vous intervenez et surtout quand est-ce que vous relâchez. Et en dernier, l'expérience. Et ça, l'expérience, ça porte bien son nom, c'est répéter les situations pour que petit à petit vous puissiez mieux comprendre et après anticiper sur ce qui va se passer. Et ces trois éléments-là font les qualités de l'homme de cheval. Jusque-là, Manuel, de toute façon, vous ne pouvez que partager. Vous êtes issu de la même formation, donc le discours est sensiblement le même, on le retrouvera. Et je voyais Eric opiner de la tête au fur et à mesure. On le verra, cette notion de contact avec la main, au final, on l'a sans contact aussi, au final, quand on fait sauter les chevaux. Hein, et c'est le même principe du positionnement par rapport à l'animal. Effectivement, l'attitude qu'on va avoir dans un rond va avoir une incidence terrible sur l'animal. Comme il expliquait, vis-à-vis de la vision du cheval, effectivement, si on a un placement qui est un peu trop avant, on va avoir une réaction qui va être négative. Et si on a un positionnement trop arrière, on va avoir une réaction de fuite qui va être trop importante. Donc le positionnement, le timing, comme il dit, puis après, effectivement, l'expérience, le temps qu'on va passer à faire sauter des chevaux, effectivement, on va les amener progressivement à avoir suffisamment confiance dans ce qu'on va leur demander, par des indications, par une gestuelle qui va les encourager à aller, je dirais, dans un confort qui va les amener mentalement à pouvoir sauter correctement les barres. Ça, c'est évident. Eh bien, c'est parfait. On revoit ça tout de suite. André, on se met en situation ? C'est ça. Donc, plutôt que de vous faire un catalogue des différents exercices, j'ai préféré vous mettre des vidéos. Donc là, directement sur un poulain qui est délicat à approcher et donc à licoler. Donc ici, on va travailler sur la pouliche B. Donc on voit déjà que c'est certainement la plus réactive. Et on peut déjà voir dans le comportement le côté anxieux du cheval. Donc si vous regardez, on a les oreilles qui sont en arrière. Vous avez les antérieurs qui commencent à taper un peu au sol pour montrer le désaccord. Donc l'idée au départ, ça va déjà être de capter l'attention du cheval. Donc si vous regardez, on va faire un petit peu de bruit, bouger un petit peu. Il n'y a pas besoin de forcément mettre énormément de pression, mais on va garder un inconfort jusqu'au moment où petit à petit, on va pouvoir avoir un comportement qui va être différent de ce que le cheval vous donne au départ. Donc là, l'idée étant au départ de pouvoir mobiliser déjà les pieds du cheval. Et une fois qu'on va pouvoir mobiliser les pieds du cheval, ça va être de relâcher. Là, si vous avez vu, le cheval a donné un coup d'œil vers la gauche. Et ça va être de relâcher la pression une fois que le cheval va commencer à avoir le comportement qu'on recherche. Donc l'idée sur un cheval qu'on veut approcher, c'est et d'une, qu'il soit déjà stable dans ses pieds, et surtout de deux, qu'il nous regarde. Parce que si je peux avoir ces deux yeux, je vais avoir son attention. Une fois que j'ai son attention, je vais pouvoir discuter avec lui. Mais tant que le cheval ne vous regarde pas, ça ne sert à rien de lui sauter dessus et ça ne sert à rien d'essayer de le bloquer. A priori, vous allez plutôt risquer de prendre un mauvais coup. Et en termes d'éducation, vous allez faire régresser le cheval simplement parce que vous allez le pousser dans un travail émotionnel qui est beaucoup trop fort pour lui.
et ça va bloquer toute capacité d'apprendre chez l'animal. Donc ensuite, on va pouvoir, dès qu'on a obtenu le calme, commencer à mobiliser le cheval. Et contrairement à ce qu'on pense sur un cheval qu'on veut pouvoir licoler, qui ne veut pas se laisser attraper, il va déjà falloir bouger ses pieds. Donc il va falloir mobiliser son corps pour lui montrer que petit à petit, s'il reste plus concentré et s'il se relâche dans sa défense, qui pour l'instant est de fuir, eh ben, dès que je vais commencer à contrôler la fuite, je vais pouvoir commencer à contrôler le relâchement général du cheval. Donc ici, pour l'instant très simple, simplement faire parcourir la stabulation sur un cercle plutôt main droite, parce qu'on avait vu que tout à l'heure le cheval avait tendance plutôt à fonctionner main gauche. Et si vous regardez, à chaque fois on a des pauses par rapport à un élément de décontraction du cheval. Donc là, ça peut être un coup d'œil vers nous, ça peut être une oreille qui s'oriente un petit peu plus vers l'humain, ça peut être une inspiration. Il y a beaucoup de signes chez le cheval qui nous permettent de savoir dans quel état d'esprit il fonctionne et surtout dans quel état émotionnel il se trouve. Parce que sur un poulain, ouais, ça c'est plutôt très bien, le bout du nez qui revient vers nous, et c'est ce qu'on va vouloir renforcer pour pouvoir justement stabiliser efficacement les pieds du cheval et éviter tout risque de problème de coup de pied, simplement parce que si le cheval vous donne son bout du nez, a priori ses hanches partiront à l'opposé de vous. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est pas forcément un apprentissage qui est 100% réussite tout de suite. Le cheval, vous allez lui demander, dans la majorité du temps, il va y répondre. En revanche, il va y répondre de manière positive ou négative, et ça va dépendre un petit peu de vous. Donc, si la réponse est positive, tout de suite vous relâchez et vous laissez le cheval tranquille, et on va essayer de répéter deux ou trois fois d'affilée pour vérifier qu'il y ait apprentissage. Mais si la réponse est négative, il ne faut pas forcément mettre beaucoup plus de pression. Il faut simplement continuer le travail dans lequel on est en train de mettre le cheval. Donc là, si vous regardez, le cheval a mâchouillé, ce qui est plutôt également un très bon signe de décontraction. Dans le cerveau, c'est simplement une descente en stress. Donc, de manière physique, le cheval ne peut pas faire autrement. Mais par contre, en termes de lecture pour l'humain, ça vous montre bien que le cheval est en train d'évoluer dans sa compréhension de la situation. Cette répétition, elle est intéressante parce que ça fait déjà 2 fois que vous l'indiquez en disant on répète les mouvements, les habitudes de façon à ce que le cheval en prenne l'habitude. On parle par exemple de Nicolas Blandot, on peut en parler puisque c'est un partenaire du Studbook Salle Français. Monsieur Blandot part à l'inverse en disant qu'à partir du moment où un mouvement est fait, le cheval l'a acquis et normalement on n'a pas forcément besoin de revenir dessus. Alors, en termes d'apprentissage, et ça c'est la même chose que chez un humain, vous pouvez faire une tâche une première fois, mais pour être sûr qu'il y ait acquisition, vous devez la répéter. Si vous n'êtes pas capable de la répéter, c'est que vous n'avez pas appris le mouvement. Donc vous êtes capable de l'effectuer, parce que mentalement, vous avez compris, et parce que de manière physique, vous êtes apte à faire l'exercice, mais chez un animal et chez l'humain, c'est la même chose. Il y a apprentissage quand vous pouvez répéter. Si on ne peut pas répéter, c'est pas acquis. C'est compris, mais c'est pas acquis. Donc c'est un contrôle. C'est ça. Donc l'idée de l'apprentissage, et ça se verra après dans le travail de débourrage, c'est de rendre progressivement le cheval autonome dans ce qu'on est en train de lui apprendre. Donc là, sur un cheval délicat à attraper, le but du jeu, c'est pas de l'attraper. Ça serait trop facile. N'importe quelle personne un petit peu sensible va pouvoir attraper le cheval. Le but, c'est de faire en sorte qu'une fois que je sois parti et que ce soit l'éleveur qui soit là, est-ce que lui va pouvoir attraper le cheval? Et si je veux pouvoir travailler sur de l'apprentissage, il faut que je sois sûr que l'animal puisse le faire, peu importe la personne qui est en face. Et c'est toujours la différence entre l'éducateur et, entre guillemets, le magicien. Le magicien, il est seul apte à pouvoir le faire. L'éducateur, il fait en sorte que l'animal puisse le faire avec n'importe qui. Donc, c'est un peu la différence. D'accord. Donc ensuite, on va, une fois qu'on a stabilisé le poulain dans un endroit et qu'il est relativement confortable à rester dans cet endroit, on va essayer petit à petit d'aller vers lui. Donc au début, on va utiliser des outils afin d'éviter un mauvais coup de pied. Et c'est surtout que quand on va travailler le toucher, ici, si vous regardez bien précisément, en fait, c'est un toucher fictif.
c'est qu'on va essayer de montrer au cheval qu'on va pouvoir progressivement mettre notre main sur lui, mais je ne suis pas obligé tout de suite de mettre énormément de pression en posant mon outil sur le cheval. Je peux simplement travailler son espace personnel, qui est l'équivalent de, je sais pas, une bulle imaginaire autour de lui, et travailler sur le fait de toucher cette bulle-là, ou au moins rentrer à l'intérieur de cette bulle-là, jusqu'au moment où le cheval, petit à petit, va se mettre en relâchement. Donc si, pour ceux qui sont attentifs, vous avez vu le postérieur droit qui est complètement relâché, et on commence à avoir une bonne attitude générale du cheval, parce qu'au départ, on avait énormément de sursauts, et petit à petit, on va avoir un cheval qui va stabiliser ses pieds, et si vous regardez, la coup d'œil, pareil. Voilà. Donc c'est toujours des petits éléments qui vous permettent de fractionner le travail et vous montrer vers quel état d'esprit vous devez envoyer le cheval. Et donc ensuite, on va avoir exactement la même chose, cette fois-ci avec du contact. Et on voit que ça se fait pas forcément de manière beaucoup plus compliquée. Une fois que le cheval a accepté le fait que vous rentriez dans sa bulle et qui s'est relâché sur ce travail-là, ensuite le contact c'est un élément qui vient en plus. Mais comme on l'a dit, le grooming chez le cheval est un élément qui est important entre les individus. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser après ici assez rapidement, encore plus chez un poulain, parce qu'ils ont ce côté contact qui est déjà très marqué avec la mère. Donc je passe un peu plus vite les vidéos, mais c'est cet élément-là répété jusqu'au moment où le cheval commence à se tourner de plus en plus vers vous. Et après, de manière assez logique, on va refaire la même chose avec la main. Voilà. Et en essayant toujours de discuter avec le cheval et d'avoir des moments de pause à chaque fois que le cheval discute avec vous. Donc quand il commence à vous regarder, c'est là où vous allez gentiment poser le travail et montrer au cheval que le contact, c'est au final la solution et pas le problème. Alors qu'au début, c'était dans sa tête, ce qui l'obsédait le plus, c'était de ne pas être touché. Et si vous regardez, ensuite, on parlait de déplacement, et chez les poulains, c'est très lisible. Une fois que le cheval se retrouve dans le confort avec vous, dès que vous allez commencer à vous déplacer et reculer de vos pieds, créer un trou, naturellement, le poulain va venir vers vous. Et ça, c'est le bon côté des animaux grégaires, c'est qu'ils ont l'habitude d'être avec les autres. Donc, dans les premières manipulations, ça, c'est des exemples vraiment concrets de ce que vous pouvez installer. Donc ici, on va avoir tout le côté habituation au contact. Donc il faut pouvoir toucher votre poulain partout. Mais il faut aussi pouvoir assez rapidement apprendre au poulain qu'au niveau de la pression, il doit pouvoir se décaler. Et donc ça, c'est simplement de la sécurité. Hein. Si vous ne pouvez pas déplacer votre poulain et qu'à chaque fois que vous le touchez, vous prenez un coup de pied, a priori, assez vite, vous allez lui mettre une fessée. Le souci maintenant, c'est que c'est prouvé que si vous renforcez un poulain qui tape, si vous renforcez en tapant, vous renforcez le comportement du poulain qui tape. Simplement parce que la plupart du temps, les poulains tapent pas en étant conscients de ce qu'ils font, mais ils tapent plus par réaction. Et la plupart du temps, ils tapent par réaction parce qu'ils ont des problèmes de toucher. Donc, si vous renforcez avec une fessée le cheval qui vous a botté, vous renforcez le comportement et la fois d'après, il bottera de plus en plus vite. Et quand bien même il ne botterait pas, il va se retrouver dans un état d'esprit où de toute façon, il va être sur le qui-vive et vous allez développer petit à petit soit un réflexe de fuite, soit après carrément un réflexe d'opposition par rapport à vous. Donc toujours faire attention, la main elle doit pouvoir habituer, donc toucher, et elle doit pouvoir sensibiliser afin d'éviter les défenses. Donc on fait attention à son comportement. D'autres situations ? Oui, après, ça c'est simplement pour montrer que les poulains peuvent être vraiment très légers. Donc vous pouvez mettre une petite pression sur l'encolure. Vous pouvez aussi, donc ça c'est sur les très jeunes poulains, là c'est déjà un poulain qui est un petit peu trop grand, mais vous pouvez utiliser une corde en 8 qui vous permet de créer du mouvement en avant et aussi de créer du mouvement en arrière. Donc ça c'est une étape qui peut se faire avant même la mise en place du licol. Ça vous permet d'éviter de trop forcer sur les cervicales de votre poulain et ça permet progressivement de lui apprendre que se mobiliser à côté de vous, c'est normal et petit à petit, c'est ce qu'il doit rechercher. Et dès que le poulain a appris à se mobiliser, ça devient très facile. Et là après, le suivi de la corde, et c'est ce que je disais sur la qualité de la main, pas besoin de tirer fort, encore plus sur les poulains, parce que c'est des animaux qui sont en construction, les cervicales sont vraiment très légères, donc il faut essayer d'avoir très très peu d'incidence sur la tête et sur l'encolure du poulain,
Donc tout le travail qu'on a fait en amont vous permet d'être léger, mais ça, il faut vraiment y faire attention parce qu'il y a beaucoup d'ataxies qui proviennent souvent d'accidents, mais aussi souvent de ces étapes-là où au final, le poulain, on a tiré dessus, il s'est retourné 2-3 fois, puis ça nous paraît normal parce que le poulain est un peu con, mais au final, la plupart du temps, ça vient un petit peu de nous parce qu'on brûle les étapes, parce qu'on ne lui a pas appris. Donc toujours se dire que vous devez mobiliser le cheval de manière très légère, ici avec un collier autour de son encolure, mais vous pouvez faire exactement la même chose avec un licol. Et dans le travail, mise en place du licol, toujours sur le côté, c'est vraiment important. On voit trop souvent des éleveurs qui mettent les licols comme si on prenait un cheval de club. C'est bien, mais c'est bien après. Si vous voulez pouvoir mettre les poulains dans le confort, il faut d'abord attraper l'encolure, mais ça, n'importe quel éleveur qui est consciencieux et qui fait bien son travail sait comment le faire. Mais ça, tout le monde n'est pas forcément au courant, mais on attrape d'abord l'encolure, et une fois qu'on a attrapé l'encolure et que le cheval nous regarde, ensuite on peut attraper le bout du nez et boucler notre licol. Donc, savoir-faire très typique du jeune cheval, mais c'est toujours bon à rappeler pour la sécurité. C'est aussi l'objectif de ces formations. C'est ça. Et en termes de mobilisation, on peut faire exactement la même chose avec le licol. Ça sera même encore plus précis parce que vous aurez un accès à la tête. Et je pense que c'est quasiment fini. Une fois que j'ai maîtrisé la tête, ensuite je vais essayer de maîtriser les postérieurs par suggestion. Donc cette fois-ci, déplacer le cheval sans le toucher. Et une fois que je peux déplacer l'avant-main du cheval et l'arrière-main du cheval, en dernier, après je pourrais m'occuper du mener et faire en sorte que le cheval puisse me suivre partout. Mais l'idée, c'est de faire des animaux qui soient à l'écoute, ça c'est la première étape, et qui soient légers. Et pour qu'ils soient légers, il faut être très progressif dans le travail. Voilà. Et après, habituation à la corde, mais ça on l'a déjà vu, c'est la même idée. C'est la même idée qu'avec le travail de votre main. Vous devez pouvoir toucher le cheval, mais si vous voulez pouvoir préparer, je ne sais pas, la prise des postérieurs, votre corde va vous permettre de vous mettre en sécurité. Donc ça, vous avez déjà certainement vu votre maréchal le faire. Donc préparez au contact. Et n'importe quel poulain, normalement, ne devrait pas botter à la corde. Donc, vous devez pouvoir passer votre corde. Et cette habituation à la corde doit pouvoir être liée à une sensibilisation à la corde. Donc ici, on bouge la corde, c'est complètement neutre. Ça ne doit rien faire chez le cheval. En revanche, si je descends et que je mets une tension sur la corde, donc ici, en l'occurrence sous le boulet, et que je tire légèrement vers moi, mon cheval doit commencer à donner son postérieur. Et c'est toujours la différence entre l'habituation et la sensibilisation. C'est des cousins, mais les animaux, ils sont très sensibles. Donc ici, pas de peur, mais par contre, dès qu'il y a une demande, le cheval doit pouvoir donner son postérieur. Même chose sur les antérieurs, souvent un petit peu plus facile. Donc on peut le faire directement avec la main, mais c'est le même travail. Vous devez pouvoir poser votre main, surtout sur les petits entiers, comme ils ont l'habitude de jouer ensemble et de se pincer derrière les carpes. Ils ont vite tendance à se mettre un petit peu au sol. Donc ici, apprenez à vos entiers à ne pas trop jouer avec les antérieurs. Ça vous permettra après d'avoir des 2 et 3 ans qui seront plus tranquilles avec les antérieurs. Et même chose avec les postérieurs. Petit à petit, vous devez pouvoir aller toucher partout. Et dernier élément qui va vous aider après à préparer un travail en distance, votre stick, qui est l'extension de votre bras. Toujours pareil, le cheval ne doit pas avoir peur de votre bras. Donc s'il a peur de votre stick, et ça, je pense qu'Éric en discutera sur les chambrières, mais les chevaux ne doivent pas avoir peur ni des sticks ni des chambrières. Donc ça se prépare très tôt. Et si votre cheval, si votre poulain, vous lui avez appris à savoir ce qu'était un stick et ce qu'était une demande neutre, a priori, vous lui facilitez le travail pour les 2 et 3 ans, tant au contact qu'à la mobilisation. Voilà, et j'en ai fini pour la partie manipulation des poulains. C'était parfait, merci André Audino. Voilà. Une présentation plus que complète, en tout cas ça nous a ouvert plein de portes pour la suite. Alors, on va changer d'intervenant. André, c'est votre voisin de droite qui va prendre la parole. Eric, je vais vous demander de bien regarder la caméra, parce qu'au final, tout le monde vous connaît,
mais il y en a pas mal qui vous ont jamais vu. Vous êtes l'homme à la chambrière qu'on voit systématiquement de dos sur les vidéos. C'est vrai. C'est vrai, j'avoue. Éric Livenet. Alors, vous êtes un petit pain, c'est comme ça qu'on dit? Oui, un ancien petit pain, oui, qui a fait l'École nationale d'équitation du Haras du Pin, tout simplement. Puis, cavalier jeunes chevaux, en Belgique, Oui, en Normandie, oui, en Mayenne, vous Oui. êtes mayennais aujourd'hui. Vous êtes installé il y a quelques années maintenant, plus particulièrement spécialisé dans les jeunes chevaux et très rapidement dans les 3 ans, mais pas en tant que cavalier. Non, 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 tout à fait. Je me suis spécialisé effectivement dans la formation et l'éducation du jeune cheval, spécialisé un petit peu aujourd'hui dans le saut en liberté. Suite à des expériences où j'ai eu l'occasion de pouvoir faire sauter pas mal de chevaux en liberté, de voir comment ils se comportaient, comment ils fonctionnaient. Ça m'a permis effectivement de mettre en place des situations qui aujourd'hui me permettent effectivement de dire voilà, avec tel ou tel positionnement, on risque d'avoir telle ou telle réaction sur les chevaux. Maintenant, les réactions sur les chevaux, on les a la plupart du temps, comme disait André à côté de moi, on les a souvent par rapport à un manque d'éducation ou de formation quand ils sont jeunes. C'est-à-dire qu'effectivement, si le cheval, il n'y a pas une approche qui a été faite correctement quand ils sont jeunes, le moindre mouvement qu'on va faire dans un rond va être amplifié et multiplié par 2. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un aspect fuite, parce que dans un rond, c'est quand même beaucoup plus grand que dans une stalle ou dans un box. Donc l'espace à gérer est beaucoup plus compliqué à gérer. Par contre, si effectivement il ne craint pas l'homme, il le respecte mais il ne le craint pas, c'est beaucoup plus facile d'aller dans des indications qui vont nous permettre, nous, de l'amener, soit physiquement et mentalement, à pouvoir sauter correctement des barres à brais. Ça, c'est bien évident. Donc là, le premier point, c'est au final, quand un éleveur emmène un cheval et qui dit mais il ne sait pas faire, je ne l'ai jamais fait faire, en fait, si le travail a déjà été fait en amont sur cette session, le positionnement et la réaction, la plupart du travail est déjà réalisé, il y a juste à lui apprendre à passer au-dessus de la barre. Tout à fait. En fait, souvent, quand j'organise des formations ou ce genre de stage que j'organise de temps en temps pour du saut en liberté, je fais souvent un travail en main, tout simplement, dès le début. C'est-à-dire que si je demandais aux gens ici, par exemple, qui se souvient de la première fois qu'il a été à l'école, tout le monde me dirait « je m'en souviens pas ». Pourquoi? Parce que vos parents vous ont dit avant, effectivement, demain tu iras à l'école, ou 10 jours ou 15 jours avant, tu vas aller à l'école, et la première fois que vous avez été à l'école, ils ont garé la voiture sur le parking, ils vous ont pris par la main, ils vous ont rassuré, ils vous ont emmené là où vous allez aller plus tard pendant un certain nombre d'années. Si effectivement ils vous avaient lâché sur le parking, poussé dans la cour de l'école et en se barrant en courant, je pense que le lendemain vous n'auriez pas envie d'y aller. Donc en fait, dans le travail en liberté, c'est un peu la même chose. Souvent, ce que je préconise, moi, c'est effectivement de montrer le terrain de jeu du cheval, c'est-à-dire on va le prendre en main, on va faire 2 tours en main sur des barres par terre, là où vont être les obstacles plus tard. Alors j'aime bien avoir les barres par terre dès le début. Certains diront oui, c'est mieux de le faire sans barres et puis après de mettre les barres. Mais comme le cheval a pris une certaine notion d'habitude, c'est-à-dire que quand il tourne avec 2 fois sans barres et d'un seul coup la 3e fois il y a des barres, il y a l'effet surprise, il y a l'effet émotionnel qui va rentrer. Que je préfère que l'effet émotionnel on puisse le gérer en main, c'est-à-dire le rassurer sur une barre par terre, lui expliquer que c'est là qu'il va passer, lui faire 2-3 tours et en fonction de ce qu'il est, à ce moment-là on va pouvoir le mettre en liberté. Alors, on met des demi-mesures là-dessus aussi. Travailler en main avec des barres par terre, c'est bien des barres au sol. Hein. On ne monte pas le dispositif. Quand je dis par terre, c'est au niveau du sol, bien évidemment. Après, en fonction de ce qu'il va faire, en fonction de son comportement, en fonction de ses réactions, effectivement, on va soit surélever un petit peu les barres pour à un moment donné l'amener à sauter des barres. J'essaie toujours d'avoir à l'aspect, comme il disait, le côté positif. C'est-à-dire que quand je fais sauter les premières fois, par exemple, sur un dispositif de 3 barres, alors pourquoi je mets 3 barres? On peut toujours se poser la question, pourquoi pas un simple obstacle isolé au milieu du rond? D'autres disent c'est plus facile, on les voit mieux sauter. D'autres ils disent oui, mais c'est trop technique pour eux au départ. En fait, l'avantage de mettre 3 obstacles à la suite, par exemple, on est quasiment sûr que le cheval, quand il va arriver sur un obstacle qui sera à un moment donné plus conséquent, au fur et à mesure du travail, bien évidemment, il aura toutes les dispositions nécessaires par rapport à un abord correct qui lui permettra de faire un saut correct et surtout dans le confort. Donc souvent, je préconise barre au sol au premier passage, petit saut sur le 2e et barre au sol sur le 3e. On invite le cheval à aller vers l'avant, il fait son saut sur le 2e et on redonne du confort derrière sur le 3e. Et en fonction des réactions du cheval, de son attitude, je vais modifier ce dispositif-là. Bien évidemment, si mon cheval, je vois qu'il a tendance un petit peu à se sauver de la barre, c'est souvent soit effectivement une appréhension de la barre, soit qu'il a envie de se débarrasser de la barre, mais quand ils veulent se débarrasser, souvent c'est dû à une appréhension. Alors souvent, dans ce cas-là, on va faire plutôt... c'est essayer de régler le problème, je dirais, là
où il est, pas là où on le rencontre. C'est bien évident que si mon cheval, dans la ligne opposée, il est dans une fuite inimaginable, il va évidemment être dans ma ligne, dans une fuite inimaginable. Donc ça va être de régler le problème dans la ligne opposée, pour que quand il arrive dans ma ligne, il soit effectivement dans les conditions nécessaires pour sauter correctement. Ça veut dire qu'on passe très rapidement en liberté. Les premiers passages au-dessus de la barre au sol se font en main. On est d'abord en main sur une longe de l'école classique, on est sur une longe dite éthologique un petit peu plus longue ou sur une plate longe de 8 mètres. J'aime bien la longe éthologique parce qu'effectivement ça nous permet d'avoir soit un contact près du cheval, soit un contact éloigné, parce que souvent le côté émotionnel du cheval va, quand il va arriver sur la barre, la première fois qu'il va la voir, il va être inquiet, ça c'est évident, donc il va avoir deux réactions, soit de partir à l'opposé, soit de partir dans l'autre sens ou de partir sur le côté. Si on est trop sur le côté, quand il va se rassurer sur nous, on risque d'avoir l'accident parce qu'il va nous coller, le côté émotionnel va le rendre dangereux. Si effectivement je suis trop court de longe, qui part en arrière, il m'échappe, et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle pour lui l'aspect positif, parce qu'il s'est dit ça y est, j'ai pu me sauver de quelque chose qui me dérangeait. Donc l'idée, c'est de trouver le juste milieu entre ni trop court ni trop long, et surtout de les arrêter devant la barre. Alors les arrêter, pourquoi ? Parce que ça leur laisse le temps d'analyser la chose et de pouvoir effectivement après franchir la barre. Quand ils la passent la première fois, souvent ils sont inquiets, effectivement, ils vont soit la sauter, soit la passer un petit peu vite, mais si derrière on enlève cette fuite-là, qu'on les récompense en disant non c'est rien et qu'on les repasse 2-3 fois, ça part très vite qu'ils les passent normalement. On travaille sur un cercle. Alors, je fais une référence pour ceux qui suivaient les formations du Stutbuk Seul français il y a quelques années. Il y avait François Franzoni qui intervenait. François, il travaille sur un petit cercle. Alors, c'est quasiment une longe éthologique, hein, un cercle de 5 mètres de rayon. Et il travaillait sur un petit cavaletti face à un mur. Il disait, ce problème de fuite, on le règle tout de suite parce que le cheval, on va l'emmener sur le mouvement, mais on est capable de le gérer rapidement derrière. Là, on travaille plutôt dans un rond à 20 court dès le début, donc il y a forcément un... Oui, après c'est toujours pareil, c'est une question d'équipement. Tout le monde n'a pas forcément un rond à Vrincourt ou un mur en face ou un rond chez soi. Donc je dirais tout le travail qui est fait avant, effectivement en éducation, par rapport à une résistance sur une longe qui va indiquer au cheval que sa mobilité, effectivement, on va la retrouver au saut en liberté. Donc si ce travail-là n'a pas été fait, il faut le faire effectivement un petit peu avant. Ça c'est bien évident. Comme ça, d'accord. C'est bien évident que ce travail qui est fait avant est un gain de temps pour la suite derrière. Et après, en fonction des réactions, on va aller plus ou moins vite dans l'exercice ou pas y aller du tout. Il y a des chevaux, on va des fois être obligé de les prendre 2 fois dans la journée, parce que je préfère faire des séances courtes, constructives, que de faire des séances longues, où je dirais on va un petit peu atténuer la sensibilité du cheval, effectivement, mais on va surtout aussi, je dirais, l'asphyxier dans une compréhension, et ça, c'est pas bon. Je préfère dire, voilà, il a trop peur, il est trop inquiet, c'est pas grave, on va faire 2-3 tours au pas comme ça, on va vraiment le mettre en liberté pour qu'il fasse 2-3 tours, on l'arrête, on le caresse, c'est bien, c'est ce qu'on voulait, on le rentre en boxe, et des fois, le fait de le reprendre 2 heures après, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, parce qu'il a le temps d'assimiler, le temps d'emmagasiner ce qu'on lui demande, et derrière de dire, voilà, c'est ça qu'ils veulent, quand je fais ça, en fait, ça s'arrête, donc c'est du confort, donc tout de suite, j'ai tourné correctement, et ça va s'arrêter derrière. Et on reprend les notions qu'on a vues avec André juste avant, on répète et on met dans le confort. Et finalement, on cesse l'action dès qu'on a eu le confort. Tout à fait. Souvent, une séance de saut se termine, souvent, ça y est, on a eu le saut qu'on voulait, c'est-à-dire que le cheval a été orienté ou a sauté comme on espérait qu'il saute. Donc on dit c'est bien, on va le laisser là-dessus. Donc c'est souvent le cas, c'est-à-dire que quand on a obtenu quelque chose de positif de notre côté, on va lui en rendre de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va lui donner du confort. Donc voilà quoi. Donc à la maison, pour les éleveurs, puisqu'on est dans le cadre d'une formation, d'un partage, travail à pied en premier lieu. En amont, avant même de dire on va faire sauter le cheval, du travail à pied, les bases, la mobilité, le respect, le positionnement vis-à-vis de l'homme. Puis on amène les barres d'abord sur un travail au sol, sur de petites distances. Tout le monde n'a pas de rond à 20 cours à la maison. Comment est-ce qu'on amène à faire sauter un cheval ? Eh bien, en fait, l'idée, c'est toujours d'essayer d'amener effectivement un climat de confiance sur le cheval. Alors, comment on l'amène à sauter ? Effectivement, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais moi, j'ai pas moyen de mettre 3 obstacles, donc comment je peux faire ?» Bien, à ce moment-là, on va mettre soit des barres par terre, c'est-à-dire que la barre par terre qui va se situer à une distance... Alors, pareil, sur les distances, je fais très attention quand j'explique les distances qu'il faut mettre ou ne pas mettre. En fait, chaque cheval a une attitude, une action qui est la sienne. C'est-à-dire qu'un cheval qui a une grosse action, si par exemple je le mettais dans un dispositif qui est ce qu'on appelle des distances réglementaires qu'on va retrouver en concours dès le début, cette action qu'il a, il va être pris dans cette distance-là. En étant pris dans la distance, il va se mettre dans une situation d'inconfort, il va forcer, il va pas trouver ça drôle et il va dire c'est compliqué. Donc un cheval qui avait plutôt une belle action au départ, je vais le brimer dans ce travail-là et c'est pas le but. Donc à ce moment-là, il vaut mieux carrément rallonger les distances.
Si par exemple on est entre 7 mètres et 7 mètres 50, 7 mètres entre le premier et le deuxième, et entre 7 mètres 50 entre le deuxième et le troisième, et que je vois que mon cheval est toujours pris dans la distance, n'hésitez pas à rallonger. Et vice-versa, si je vois que mon cheval est trop inquiet et qu'il n'a pas d'action, n'essayez pas de le mettre sur les distances qui sont réglementaires, à essayer de le pousser ou de l'envoyer vers l'avant. Je prends souvent un exemple aussi qui est assez simple à comprendre. La première fois que vous allez à la piscine et que vous savez pas nager, vous savez pas ce que c'est que l'eau, si j'arrive et je vous pousse la première fois pour vous envoyer dans l'eau, votre premier réflexe c'est pas de sauter dans l'eau, c'est de vous mettre en arrière. Au contraire, parce que vous avez l'inquiétude de l'eau, vous avez peur de l'eau. Donc plus je pousse, plus vous allez en arrière. Par contre, effectivement, si je vous mets suffisamment dans le confort, si je descends dans l'eau, je vous explique ce que c'est. À un moment donné, le lendemain, je vous dis tu m'attends, tu vas pas tout seul dans l'eau. Parce que j'ai pris suffisamment confiance. Alors les chevaux qui n'ont pas d'action, moi ce que je préconise au départ, c'est effectivement de réduire complètement les distances, mettre une distance qui est la leur en fait. Et comme ils sont dans leur distance, ils trouvent une situation qui est confortable tout simplement. Donc ils se relâchent. En se relâchant, ils libèrent le mouvement. Libérant le mouvement, peut progressivement gagner 10, 15, 20 cm pour revenir à ce qu'on recherchait à la fin. Donc la progression, la répétition. Moi, la question qui vient après, c'est la fréquence. Parce qu'on se dit, ok, mon cheval, il n'est pas à l'aise sur la distance réglementaire, qui est l'objectif du concours. Je commence plus petit, mais alors du coup, il va me falloir un peu de temps pour l'emmener sur cette fameuse distance-là. Est-ce que je le fais toutes les semaines, tous les jours, 3 fois avant le concours? Est-ce que je le mets petit à la maison et le jour du concours, on voit comment il s'en sort? Alors on a souvent tendance à se dire, alors en fait, comme tout éleveur, on a toujours des objectifs à atteindre ou qu'on voudrait obtenir. Le problème, c'est qu'on se dit, tiens, le concours, il est le 15 mai, je vais rentrer le 15 avril. C'est presque une bêtise, parce qu'en fait, on va lui demander, dans un mois, de découvrir un rond, de découvrir 2 barres, des sauter, d'avoir un travail physique, et d'être performant et frais pour le jour du concours et assez étincelant. C'est un petit peu, en fait, si on était dans une logique, c'est une bêtise. On a un concours, on sait qu'on a un concours l'année d'après, il faut les travailler un petit peu dans l'hiver, c'est-à-dire leur montrer et leur apprendre des choses tranquillement dans l'hiver. Concernant la fréquence, c'est en fonction de ce que le cheval va me donner. Moi, ça ne me dérange pas de sauter un cheval tous les 2 jours. Pendant une semaine, il va sauter le lundi, par exemple, le mercredi et le vendredi, mais tout petit, sur des séances très très courtes. Et dès que j'ai obtenu, je dirais, quelque chose qui va me correspondre, je vais le laisser pendant 3-4 jours à faire un travail différent, le mettre au paddock, le tourner un petit peu dans le rond, sans barre, sans rien. Et une semaine après, refaire l'exercice pour voir si effectivement il a compris ce que je voulais. Une fois que j'ai obtenu ça, ce qu'on appelle la partie relâchement et mental, une fois qu'on a obtenu ça, on peut y foutre la paix le reste de l'hiver. Le concours arrive, là, quand on va le rentrer, effectivement, il sait déjà ce que c'est que de tourner, il sait déjà ce que c'est que des barres, il sait déjà ce que c'est que de sauter. Donc la partie, je dirais, technique est déjà quasiment emmagasinée de la part du cheval. Donc on n'a plus qu'un aspect, entre parenthèses, physique à lui amener, une condition physique, pour que le jour du concours, quand il arrive, il a envie de sauter, il a la fraîcheur de sauter, parce qu'il a tout le bagage nécessaire, mais qu'on a étalé dans le temps. Il y a une mise à niveau juste avant le concours. Voilà, tout à fait. Alors, on a parlé de cette fréquence, de cette répétition, de la logique de progression pour le travail du cheval. En termes de matériel, alors rond d'un 20 court, si possible, effectivement. Si possible, après, si on n'a pas un rond d'un 20 court, qu'on a un manège, on sait que l'animal, quand il est inquiet, on le voit bien dans les manipulations que André nous a montrées en vidéo, son premier réflexe, c'est un petit peu aller effectivement dans la partie, je dirais, coin. Donc ils vont souvent se réfugier dans un coin. Donc quand on a un manège, par exemple, avec 4 angles droits, à un moment donné, on va couper les angles. C'est-à-dire qu'on va arrondir les... Donc soit en mettant des barres, soit en mettant... On arrondit les coins. On arrondit les angles. Voilà, on arrondit les angles. Donc l'idée, c'est vraiment à un moment donné de couper tous ces angles pour éviter que le cheval aille dans cette direction-là, pour l'orienter dans le sens où on veut qu'ils aillent. Après, effectivement, si on n'a pas de rond d'un 20 court, qu'on a une simple carrière, tout dépend de la grandeur de la carrière, il faut bien avoir à l'esprit qu'effectivement, si l'encadrement n'est pas suffisamment haut ou suffisamment sécurisé, on a un risque de fuite de la part du cheval. Parce que des fois, on va essayer de leur faire passer 20 cm qu'ils n'ont pas décidé de passer, mais ils savent que l'écurie là-bas, il y a beau avoir 1m30 derrière, ils vont le sauter. Parce que mentalement, dans leur tête, ils se sont dit, c'est là-bas que je vais aller. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire sauter correctement des chevaux si on n'a pas le côté, je dirais, d'abord mental, plutôt que d'avoir d'abord le côté physique. On ne peut pas avoir le physique si on n'a pas la tête, tout simplement. C'est ce qu'on avait avec André déjà, en jouant entre l'équilibre et physique et psychisme. Il faut arriver à trouver cet équilibre au quotidien. C'est le juste milieu, en fait, tout à fait. Donc, matériel, donc la structure. En termes de barres, on parlait avec André, on disait, si on prend les bases, le cheval voit différent par rapport à nous, point de vue panoramique, les couleurs aussi, des barres, des palanques, des couleurs privilégiées.
Alors oui, effectivement, on sait qu'au niveau du cheval, au niveau de la vision, on a des réactions qui sont différentes selon les couleurs qu'on va mettre. On sait que des couleurs pastel aujourd'hui, c'est pas ce qui va sauter énormément chez le cheval parce qu'il n'a pas une vision. En fait, ce qu'il faut, c'est un vrai contraste entre deux couleurs différentes avec plutôt des bandes qui sont plutôt larges que des bandes étroites. C'est-à-dire que si je mets des petites bandes qui font 10 cm les unes à côté des autres, on n'a pas un contraste qui est suffisant, entre parenthèses, pour pouvoir avoir une visibilité correcte chez le cheval. On sait qu'il y a des couleurs qui sautent mieux que d'autres. Par exemple, le blanc et le rouge, c'est ce qui saute le mieux, on le sait. Après, du blanc, du bleu, ça saute bien aussi. Mais par contre, si vous mettez un jaune canari ou pastel avec du blanc, le visuel n'est pas le même chez les chevaux. Après, concernant les palanques, c'est une physionomie différente des barres. C'est-à-dire c'est quelque chose qui placarde un petit peu plus, qui est un petit peu plus large. Donc au niveau du visuel, c'est un petit peu plus reculant pour les chevaux. Donc en fonction de comment est mon cheval, de son attitude en général, je vais aller que sur des barres au début et au fur et à mesure du travail, je peux effectivement aller sur de la palanque, il n'y a pas de souci. Ça, c'est le matériel d'obstacle. Alors, au Studbook C'est le Français, vous le connaissez par cœur, le championnat, effectivement, palanque, barre. La dimension du rond, par contre, varie de temps en temps. En longueur, en largeur, il y a des structures aujourd'hui à privilégier. Est-ce qu'on tient le cheval davantage? Est-ce que c'est libre au final? En fait, le principal, c'est que le cheval saute bien. Maintenant, on sait qu'il y a des dimensions qui correspondent mieux, parce qu'avec le temps, avec les exercices qu'on fait aujourd'hui, on sait que, je dirais, un rond, la taille pour moi idéale aujourd'hui d'un rond, c'est grosso modo entre 16,50 m et 17 mètres de large, parce qu'on a des virages qui sont ni trop serrés ni trop larges. Ça nous permet surtout aussi ce qu'il faut faire attention, c'est l'encadrement du cheval. Si je fais un couloir qui est trop étroit, je ne l'incite pas à aller. Si je fais un couloir qui est beaucoup trop large, eh bien, il a la possibilité de faire demi-tour dedans. Donc, c'est de trouver la largeur nécessaire. On sait que, grosso modo, aujourd'hui, quand on est sur 3 mètres de couloir de canalisation pour les chevaux, sur la ligne opposée de l'obstacle, on sait que c'est suffisamment ouvert pour qu'ils aient envie d'aller et suffisamment étroit pour qu'ils aient pas trop l'envie de faire demi-tour, entre parenthèses. Ça, et alors je faisais la réflexion aujourd'hui sur les dimensions de ronds, parce que aujourd'hui beaucoup de régions sont équipées des ronds modulables, comme Bien celui sûr. du Studbook C'est le Français, ce qui nous permet de jouer et de s'adapter. Alors là, j'ai parlé que de la largeur. Concernant la longueur, l'idée c'est toujours par rapport à une sortie de virage, quand on a sauté notre ligne, c'est d'avoir au moins 2 foulées qui sont faciles en ligne droite avant de commencer à entamer un éventuel virage. Si mon rond est trop court, on va avoir des chevaux qui, effectivement, si je saute vers un mur, j'ai pas trop envie de pousser trop fort pour aller, parce que je dis je vais me prendre le mur. Par contre, si j'ai de l'espace derrière, j'en ai suffisamment pour pouvoir être à l'aise et pas non plus trop pour ne pas lui donner l'envie d'aller trop vite et de fuir derrière, parce que le saut n'est qu'une question d'équilibre. C'est pas une question de vitesse, c'est une question d'équilibre. Si mon cheval est dans l'équilibre et dans la poussée, j'aurai jamais de problème de saut. Mais c'est la tête qui fait sauter. La tête. On va y revenir dans quelques instants. J'ai encore juste 2 petites questions techniques. On parle beaucoup de travailler seul. André est seul dans sa case tout à l'heure pour manipuler les faules. Là, on dit j'emmène mon cheval à l'obstacle petit à petit. Faire sauter en liberté seul, ça devient vite compliqué. Aujourd'hui, une équipe, c'est important. Est-ce que une équipe qui sait faire sauter des chevaux, c'est important? C'est primordial, bien évidemment. Le problème, c'est, je vais être honnête, chez moi, je peux sauter mes chevaux tout seul, j'ai aucun problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont chez moi, parce que je les ai formatés à sauter tout seuls, parce qu'on n'est pas tous avec 15 ou 10 personnes ou 8 personnes pour faire sauter. Alors ça met du temps, ça prend, évidemment, c'est de l'éducation. On leur apprend d'abord à tourner sans barre, comme j'expliquais, avec des barres au sol, au fur et à mesure. Et en fait, quand ils ont compris le mécanisme, ça devient presque un jeu pour eux. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on fasse haut, ils s'arrêtent au bout, on monte les barres, on fait un appel de langue, ils repartent, parce qu'il y a des indications, comme on disait, il y a la vue, mais il y a également tout ce qui est oui chez le cheval, où par rapport à une indication qu'on va avoir appris au cheval, il va réagir en fonction de ça. Ça, c'est bien évident. Donc on peut le faire tout seul. Si on est du monde, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, pourquoi on est du monde quand on fait sauter sur ces concours C'est le Français? Parce que c'est des chevaux, on ne sait pas comment ils ont été éduqués, on ne sait pas comment ils ont été préparés ou formatés. Donc effectivement, il faut avoir une équipe qui est compétente. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, on commence à avoir des gens qu'on a formés et qui sont complètement compétents aujourd'hui et autonomes. Donc et c'est pour ça qu'on a la chance de l'avoir avec nous sur ces concours-là. Bon, je vais garder les questions pour la fin. On relancera sur les évolutions du règlement. Merci, Éric Livenet, notre spécialiste de la chambrière et du saut en liberté.
Je m'arrête là parce qu'on vient d'évoquer le comportement des chevaux avec des facilités et cette notion de jeu. Alors, j'introduisais tout à l'heure en disant le Haras de la Sens a été certainement l'entreprise pionnière en France du niveau social du cheval, finalement, de s'intéresser à l'animal, à son comportement, mais plus que ça, puisqu'aujourd'hui, le Haras de la Sens, c'est aussi un accueil finalement du public, du grand public, par rapport à la nature, pour réapprendre à percevoir finalement son environnement. Là, c'est exactement ça, finalement, Manuel, non? Oui, c'est important de prendre en compte, en tout cas, la nature du cheval. Et ça, c'est pas nouveau, hein, j'avais une diapo, peut-être, au départ, voilà, qui date de François Robichon de la Guérinière et qui disait que la connaissance du naturel du cheval est un des premiers fondements de l'art de le monter, ou de s'en occuper en tout cas, et tout homme de cheval doit en faire sa principale étude. Et je pense qu'on essaye de remettre un petit peu au centre de nos pratiques, choisies par chacun, qu'est-ce que c'est que cet animal-là. Et le meilleur pour nous dire ça, c'est le cheval, notamment le jeune cheval, parce que c'est pas un produit transformé, c'est un produit brut. Et c'est là où on se rend compte exactement qui il est, qu'est-ce qu'il est. Parce que souvent on apprend dans des clubs où les chevaux sont déjà gentils, ils écoutent, ils permettent des erreurs. Puis un jour on achète un cheval et là on se rend compte que c'est un cheval. Donc remettre vraiment la nature du cheval au milieu de la pratique, c'est important et bien la comprendre pour effectivement ensuite aller vers déjà la première éducation, monter dessus, qui n'est pas forcément naturelle pour lui au départ. Il y a plein d'étapes. Alors, on l'a vu, hein, à chaque fois, André, Eric viennent nous le dire, c'est aussi la formulation de la Sens avec les fameux degrés qui sont classés d'abord un travail à pied, c'est ce qu'on a vu là aussi, puis un travail monté, c'est ce qu'on va voir avec plusieurs étapes à nouveau, et après, on arrive au travail en liberté. Ça, c'est la formulation de la Sens dans la progression des degrés. Là, en l'occurrence, nous, dans les chevaux élevage sport, j'ai l'impression qu'on a sauté une étape en disant on fait le travail à pied, le travail en liberté et finalement le débourrage après. Oui, alors dans le travail à pied, on va commencer aussi le travail un petit peu en liberté dans l'abord du cheval, ce qu'a présenté André sur le jeune poulain. On essaie d'enseigner dès le départ comment capter l'attention du cheval, comment faire venir le cheval à soi, comment l'aborder correctement. Ça, en tant que piéton, sans être cavalier, on peut l'apprendre assez vite, assez facilement. Et c'est une des parties importantes, en tout cas, qu'on transmet à la Sens dans la méthode et dans la progression. Et ensuite, on va aller sur la partie montée. Il y a une grosse partie qui est enseignée au club, c'est s'équilibrer. Bien sûr qu'il faut apprendre à bien s'équilibrer pour pas gêner le cheval, pour pouvoir bien communiquer avec lui. Mais pour bien communiquer, monter, on peut aussi commencer à pied à communiquer avec lui. Et l'idée, c'est de faire, dans la progression du cavalier, en tout cas, mener en parallèle les deux choses. Apprendre à s'équilibrer pour tenir à cheval et en même temps, apprendre au cavalier à parler un petit peu cheval, parce que quand il va se retrouver sur le dos du cheval, il va communiquer avec lui. Ouais, cette notion d'échange, pareil, ça a été le fil rouge depuis le début en disant il y a le cheval, mais au final, il y a l'homme. Et si l'homme ne fait pas correctement, le cheval ne peut pas suivre, ou pas comprendre en tout cas. Il y a l'effet améliorateur ou l'effet détériorateur. Donc il va falloir, dans les deux sens, essayer d'aller dans le sens du cheval et d'aller dans la discipline en tout cas qu'on a envie de lui faire. Et ça, l'homme est important à ce moment-là. Et avec les jeunes chevaux, d'autant plus parce que l'erreur sera difficile, on le verra peut-être tout à l'heure dans le diaporama, mais difficile à remettre en place, alors que si on a une progression et si on a une vraie progression et le cheval, chaque étape les prend correctement, on a un effet assez vertueux. Et donc le cheval a envie de faire, le cheval a envie de continuer. Voilà. Je vais avancer là-dessus. Impeccable. Donc voilà, pour le débourrage, c'est créer une relation privilégiée. C'est vrai que ça va être, si on suit un petit peu la manipulation du poulain et le travail des 2 ans, on va commencer vraiment à rentrer en relation avec le cheval. Et au-delà de monter dessus, c'est important que le cheval nous prenne en compte. Essayer de mettre une communication à place, à pied déjà, et essayer de faire prendre un bon départ au cheval. Donc la relation entre l'humain et le cheval à ce moment-là est vraiment importante. Et je vois pas très bien, merci.
Et ce moment est vraiment très important. Imaginez que un petit singe vient monter sur votre inconnu, vient monter sur votre dos. Et la manière dont il va se monter sur votre dos va être perçue d'une certaine façon, agréable, désagréable, coercitive, non coercitive. Et il faut se mettre un peu à cette place-là. Donc, créer une bonne relation avec le cheval dès le début, essayer de connaître un petit peu ses moyens de communication, essayer de avoir un cheval qui vous prend en compte, va permettre d'avancer un peu dans le débourrage. C'est sûr. Donc il va falloir pas se positionner en cavalier, mais en éducateur dès le départ, connaître la nature du cheval. On a vu avec André toute la partie éthologique, donc que c'est effectivement une proie, c'est un cheval qui a des réflexes d'opposition naturelle. Si on lui met un licol sur la tête, il va, sur la pression, il va se mettre contre, il va reculer, il va pousser contre la pression. Si on met de pression sur lui, il va venir pousser contre. Donc il va falloir lui apprendre à céder à toute forme de pression. Garder une posture de formateur dans le sens où ne pas être critique, essayer d'être positif avec le cheval, d'essayer de récompenser le moindre effort, de manière à essayer de faire comprendre ce qu'on veut au cheval. Et comprendre bien les principes d'apprentissage pour améliorer la compréhension. On a parlé tout à l'heure de se positionner, agir, résister, céder. On a vu l'abord d'un poulain, on pouvait exercer une pression pour capter l'attention du cheval et ensuite retirer la pression pour rendre le poulain un peu curieux. C'est pas forcément dans notre façon de faire départ. Quand on veut attraper un cheval, l'humain il a envie d'aller directement au but et venir attraper le cheval. Alors qu'on est capable de communiquer de suite avec lui, de le faire venir à soi par des techniques d'approche-retrait. On va approcher le cheval, une fois qu'on a capté son attention, se retirer et rendre un peu le poulain curieux qui va progressivement venir vers nous. Donc cette communication-là, elle passe aussi par une observation du cheval et essayer de déceler un peu ses moyens de communication à pied. Toujours l'autre. Ouais, donc il y a des principes d'éducation importants. C'est apprendre à lire, apprendre à observer le cheval. On le fait au quotidien, on l'a fait durant ce testage sur différentes parties, hein, la santé, la locomotion, mais le cheval envoie des signes. Quand la poulinière a bougé son poulain tout à l'heure, elle a envoyé des signes avant de faire bouger, avant d'aller taper ou de mordre. Et ça, il faut habituer son œil, s'habituer vraiment à observer et lire vraiment ces signaux de communication. Ensuite, il y a une chose importante, c'est faire respecter le cadre. On doit, dès le départ, mettre un cadre pour le cheval qui va par la suite le rassurer. C'est ce qu'on a vu un petit peu dans le respect de l'espace personnel, parce que le cheval est plus gros que nous, il fait 500 kg. Et quand il a envie de fuir, il a vite fait de bouger vos pieds, de vous pousser et d'apprendre que pour lui, c'est une solution de vous bouger. Donc il va falloir mettre ce cadre-là et à tout moment, le cheval doit être capable de s'éloigner de vous quand vous lui demandez, de céder à la pression, de pouvoir se pousser, de manière ensuite à venir sur la confiance. Alors on n'ose pas forcément mettre le cadre sur des chevaux très sensibles. Souvent on fait un petit peu le contraire, mais ça dessert la suite parce que le cheval trouve des parades en fuyant, en bougeant vos pieds. Quand on a mis le cadre, on va essayer de gagner la confiance du cheval, qui est très important. On verra par la suite quelques vidéos qui imagent bien cette confiance et comment on peut travailler sur la confiance et gagner la confiance du cheval. À partir de là, je vais pouvoir me faire comprendre. Et me faire comprendre, c'est la communication, c'est à pied l'attitude, la position, la pression qu'on va pouvoir mettre sur le cheval et le relâchement, de manière à interagir avec lui. Et ensuite, à cheval, c'est ce qu'on connaît, le langage des aides, qui va permettre de se positionner d'une certaine manière, l'associer à un code pour une réponse du cheval. Il y a toujours une progression de la plus légère à la plus forte. C'est-à-dire, pour faire avancer mon cheval, je vais me redresser, mettre mes jambes et dans une continuité, utiliser la cravache si besoin. Et le cheval comprendra très rapidement que le changement d'attitude demande d'avancer. Il y a une chose qui est importante, c'est de ne pas avoir deux aides ou deux demandes contradictoires. Vous ne pouvez pas demander au cheval d'avancer et en même temps de reculer. Et des fois, il faut être assez cohérent dans nos demandes. Comme
si vous mettiez quelqu'un devant le cheval pour le faire avancer, derrière le cheval pour le faire avancer, et devant le cheval pour le reculer, le cheval, il y a une incompréhension, il est coincé, il a deux réactions possibles, c'est de monter en l'air, ou alors de pousser la porte. Donc ça, c'est important de bien prendre compte que le cheval peut faire un apprentissage après l'autre et de bien utiliser ces demandes avec cohérence. Obtenir le calme et la décontraction, je le mettrai peut-être après enseigner un exercice, parce que je vais y revenir. Enseigner un exercice, on l'a vu par la répétition, par la progression. C'est aussi séparer et isoler pour combiner. Je ne sais pas, par exemple, si je veux un jour monter un cheval dans le vent, il y a plein d'habiletés à développer chez le cheval. Il y a bien sûr descendre du vent, donc il faudra peut-être lui apprendre à reculer déjà avant de monter dans le vent. Ça, c'est souvent, ou de temps en temps, c'est un petit peu oublié, mais on se retrouve avec des chevaux qui ne savent pas forcément reculer, qui font demi-tour dans le vent, puis qui se font peur, et après le vent devient un problème. Il y a peut-être passer sur une marche, peut-être reculer sur une marche, peut-être changer de surface de sol, être capable de passer sur une autre surface de sol. Et en fait, on a toujours des moyens d'expliquer au cheval un résultat. Et quelle que soit la discipline, là j'ai pris l'exemple du vent, mais pour les barres, ça va être la même manière. Peut-être qu'il y a une barre simple, un jour il y a un sous-bassement, peut-être que je peux décomposer cet exercice-là pour lui apprendre à bien sauter, à le faire progressivement et ensuite dans le calme et la décontraction. Donc une fois que j'ai enseigné l'exercice au cheval, je vais le répéter, et là il va l'apprendre. Mais il y a autre chose qui va permettre de savoir si le cheval a bien imprégné ou a bien appris l'exercice, que je puisse le rendre ensuite à son propriétaire, c'est est-ce qu'il le fait dans le calme et la décontraction. Ça, c'est aussi une indication d'un exercice bien acquis. Il le répète et il le fait dans le calme et la décontraction. Ça veut dire que c'est acquis, que vous pouvez passer à l'étape suivante qui est consolider et perfectionner. Consolider et perfectionner, ça va être, par exemple, je ne sais pas, vous apprenez à votre cheval à prendre un piafé, il ne sait pas du tout ce que c'est qu'un piafé, on va demander au cheval peut-être de reculer, d'avancer, d'avancer, puis un jour, tout d'un coup, il se met à bouger un peu plus vers le haut. Il ne sait pas ce qu'il fait, le cheval, mais à ce moment-là, vous caressez, vous arrêtez. Et puis progressivement, on va lui le répéter, il va comprendre que quand vous demandez d'avancer, mais pas d'avancer, il a une solution en faisant ça, en bougeant un peu. Il ne piaffe pas vraiment encore. Et puis, vous allez récompenser, vous allez caresser, ok, c'est bien. Et on va répéter ça, et puis un jour, on va mettre un peu plus de pression, il va commencer à aller un peu plus haut. Et puis après, on va reculer, puis redemander d'avancer, et puis là, il va commencer à mieux diagonaliser. Donc, on va récompenser l'effort sur la diagonalisation. Et du coup, on va affiner le travail pour avoir un jour un beau piafé. On ne part pas du résultat, on part vraiment toujours d'essayer d'expliquer au cheval de quelque chose de simple. Aujourd'hui, il ne l'a pas appris, par la répétition, il va l'apprendre. Ensuite, on essaie de l'avoir dans le calme et la décontraction. Et ensuite, on va affiner pour avoir plus de symétrie, plus de hauteur, plus de facilité. Et ça, c'est vraiment important de respecter ces étapes-là, de ne pas partir de la finalité, mais toujours de partir, le cheval ne sait pas et je vais l'emmener à apprendre quelque chose. Ensuite, on va planifier la progression. Ça, c'est très très important. Et puis, vous en avez parlé tout à l'heure sur la partie saut. Je prévois mon événement. Je vais pas. C'est vendredi, samedi, il y a l'événement, et puis on amène le poulet, on verra comment ça se passe. Plus vous allez préparer en amont, plus vous allez décortiquer les choses, plus le cheval sera à même de bien le faire. Et moi, je rajouterai un petit peu sur le fait de faire l'exercice à la maison dans un milieu stable, l'emmener aussi un jour dans un milieu un peu nouveau, un environnement nouveau, mais pas avec la pression du concours, pour voir comment il se comporte. Et là, vous facilitez, bien sûr, la préparation à l'événement. Le cheval est vivant, il est comme vous, il a ses émotions, et si on peut l'amener à avoir un peu moins d'émotions le jour J, on peut le préparer aussi de cette manière-là. Développer, conserver la motivation, ça c'est essayer de varier un petit peu le travail. Quand on est un petit peu trop spécialiste, peut-être là on est dehors, on sait que c'est la meilleure manière de conserver la motivation parce que le cheval revient dans un milieu un peu instable, où il va découvrir, il va voir d'autres choses. Et ça permet de sortir un petit peu de son quotidien, de faire autre chose. Il y a aussi le paddock, il y a aussi le travail à pied, le travail en liberté. Mais essayer de penser que trop spécialisé, trop répété peut éteindre un petit peu le cheval et l'emmener à pas bien se comporter derrière. Et voilà, je finirai par se comporter en homme de cheval. C'est essayer de se mettre à la place du cheval sans rentrer dans l'anthropomorphisme. Vraiment penser comme un cheval, essayer de dire ok, j'arrive sur le concours. Comment mon cheval réagit
ah bah tiens, il va voir cette banderole là-bas parce que ça bouge, et pas simplement voir la technique, est-ce qu'il a bien sauté, je parle des jeunes chevaux toujours, mais essayer de se mettre à sa place pour l'emmener progressivement dans notre monde choisi, celui du concours, celui du sport, celui du loisir pour le cheval de loisir, mais lui au départ il ne sait pas. Donc ces 10 principes sont applicables à tout type d'éducation et on les applique très rapidement sur la partie débourrage. Le pré-débourrage, c'est la partie qui suit un petit peu la manipulation du poulain. En général, on le fait vers 2 ans. On va beaucoup accentuer sur le travail à pied, donc tout ce qui va être soins courants, manipulation, longe. Alors la longe, on éduque à la longe. C'est pas simplement un moment Enfin, on peut choisir ça, mais si on défoule son cheval à la longe, il se défoulera toute sa vie. Donc après, le brimez pas s'il se défoule. On peut éduquer à la longe. On peut dire au cheval de marcher au pas, de marcher au trot, de s'arrêter, de nous faire face. Mais c'est pareil, il faut mettre des codes en place. Il faut expliquer au cheval que ce moment-là, il est peut-être pour bouger, mais bouger dans un cadre dans lequel tu vas être libre et pouvoir t'exprimer sans te faire mal et en restant à l'écoute. On a parlé beaucoup d'écoute, en liberté, et ça aussi, c'est de l'éducation. Donc, tout ce qui va être manipulation, on commencera bien sûr à aller vers la selle. Donc, quand on va sceller le cheval pour la première fois, il y a des étapes où on essaie de mettre le tapis, de préparer le sanglage. La sangle surprend le cheval. Donc, si on peut préparer en mettant une longe autour du corps, venir la presser un petit peu, faire ça en mouvement. Après, on peut faire avec des choses très sensibles, même simplement une sangle de couverture. Gardez toujours en tête qu'on peut être le plus progressif possible pour essayer de ne pas faire surréagir le cheval et se trouver dans une situation où le cheval apprendrait quelque chose qu'on ne veut pas lui apprendre. Il y a toujours une solution. Donc on va rester progressif, l'habituer à la selle, peut-être sans les étriers au départ, ensuite avec les étriers, pour que le cheval comprenne que cette selle-là, c'est pas forcément inquiétant pour lui. Donc voilà, il y a aussi tout ce qui est tonte, et on ira jusqu'au premier montoir, et en fonction du cheval, du gabarit, on pourra commencer à monter quelques pas et ensuite le remettre au pré. Ça se fait en combien de temps ? En général, entre 15 jours et 1 mois. C'est bien de garder un temps où on va faire des séances d'éducation peut-être répétées, assez courtes, mais sur un temps assez long. Je préfère avoir 15 jours pleins que faire 3 jours et puis le laisser tranquille et reprendre 3 jours. D'accord, donc plutôt en continu. Plutôt en continu et ensuite laisser au pré et reprendre l'année d'après. C'est le principe du pré-débourrage. Et à 3 ans, on passe au débourrage. Donc quand on récupère le débourrage, normalement et en plus s'ils ont été manipulés par André, on a un cheval qui a déjà de bonnes bases et qui retrouve ces bases-là. Il n'oublie pas le cheval. Le cheval qui apprend quelque chose ne l'oublie pas, dans les 2 sens. Donc autant lui apprendre les bonnes manières dès le départ, l'habituation, les outils, et ensuite un petit peu de contrôle pour pouvoir se retrouver avec un débourrage plus pratique. Hop, toujours pareil. Donc le débourrage, c'est la mise en confiance, bien sûr, avec l'environnement, les outils qu'on va répéter par rapport au travail il y a 2 ans. Consolider la manipulation et l'éducation à pied. Sceller montoir qu'on va Alors sceller et montoir, c'est 2 étapes très très importantes. Si vous avez le moindre doute sur le cheval, si vous avez un peu de sensibilité, n'hésitez pas à bien préparer ces étapes-là. Quand elles sont mal faites, c'est très difficile à remettre en ordre, ça prend du temps, donc prenez le temps nécessaire à expliquer au cheval la selle et le montoir. La mise en place des codes ensuite d'éducation montée, j'en ai parlé un petit peu, le langage des aides, donc on fait jambes sans main, main sans jambes. Dès le début, le cheval, vous mettez les jambes, il ne sait pas ce que c'est. C'est une pression. Bon, après, c'est facile de le faire avancer, donc on va lui faire un peu peur dans le sens où on peut bouger dessus, il part vers l'avant, vous caressez. Un jour, il comprend que la jambe, c'est vers l'avant. Mais surtout, ne commencez pas à accrocher devant parce que vous avez peur que le cheval bouge trop. Sinon, vous êtes sûr que ça va monter en l'air. Donc, on va peut-être se mettre dans un espace qui permet, au départ, de canaliser un petit peu le cheval, un espace un peu réduit, pour pas se retrouver parti pour quelques heures. Donc, on va demander au cheval de bien comprendre nos codes, nos jambes, nos mains, essayer de comprendre le contrôle des pieds comme on l'a pris à pied,
et établir une communication qui va nous permettre ensuite de l'emmener vers les exercices et de lui apprendre les gestes souhaités pour aller au départ vers des choses simples, de locomotion, la qualité de l'allure, la qualité du contact, la souplesse des contractions. Pas besoin de faire des choses compliquées, mais essayer de retrouver assez rapidement par les codes inscrits l'apprentissage des gestes justes. Donc là, c'est le respect de l'échelle de progression de dressage. Et ensuite, on ira vers la spécialisation et expliquer au cheval, effectivement, voilà, on va aller vers du CSO, on va aller vers du dressage, comment tu peux apprendre justement et comprendre ces exercices-là. Mais la base est commune à tout le monde. La base est commune, ça reste un cheval, il n'est pas au courant que vous allez monter sur son dos, donc il faut lui expliquer, il ne comprend pas forcément vos demandes, même si vous êtes très grand cavalier, et votre capacité à bien lui expliquer les choses, c'est-à-dire à rejoindre les notions de ressenti, feeling, de timing, de savoir céder au moment juste, parce que le cheval a donné la bonne réponse, va vous permettre d'installer les codes qui vous permettront par la suite d'expliquer les gestes correspondant à ce que vous voulez de lui. Super. Voilà. Tout de suite la bonne touche. Moi, j'ai un peu de temps, il faut que je répète beaucoup. Alors j'ai mis deux exemples parce que c'est des situations, là, un cheval qui a été déjà débourré, qu'on nous a remis un peu au travail et qui avait cette notion de peur du cavalier, et notamment quand il nous aperçoit des deux côtés. C'est-à-dire que le cheval, quand vous êtes dans son œil gauche, il a toujours une possibilité de fuir à droite. Donc il a un peu moins peur. Si vous êtes à droite, il a toujours la possibilité de fuir à gauche. Et quand il vous voit à gauche et à droite, ils se sont pris. Donc quand il se sent pris, il fuit, il s'échappe. Donc ce cheval-là était un petit peu... Je découvrais en même temps que vous allez découvrir ses réactions. Et je savais qu'il fallait y aller progressivement. Et on voit que quand il me découvre à droite, pop, salut. Et il prend peur et il fuit. Donc j'essaie de recontrôler comme je peux. Voilà, en reprenant à gauche. Et j'ai ce problème du cheval qui a peur. Si j'ai un cheval qui a peur de son cavalier, c'est très difficile de communiquer avec lui. C'est très difficile de pouvoir avancer dans l'éducation, dans le dressage. Tout ce qu'il va faire, il va le faire contracter, il va même finir par se faire mal physiquement. Donc on a les outils à pied, on a les outils pour préparer ça. Donc l'idée, c'est de ne pas en arriver là, c'est de déceler le cheval un peu sensible au départ et de pouvoir le préparer un peu mieux pour ne pas se retrouver dans ces situations-là. Donc là, on recontrôle, on gère un petit peu la crise, et puis maintenant que j'ai compris un peu le problème, on va voir comment on peut résoudre ce type de problème par l'habituation. Donc j'ai mis, c'est notre jument, mais qui était très sensible, qui maintenant fait du beau concours. Je sais plus, il y avait un cavalier qui me l'a monté récemment. Et cette jument était très sensible au débourrage, mais n'avait pas de passif, n'avait pas un mauvais passif, pas de mauvaise expérience. Et par contre, on connaissait cette sensibilité. Donc on peut mettre les 3 vidéos en même temps, comme ça Donc il y a une vraie importance à préparer les montoirs, à préparer à ce que le cheval supporte quelque chose au-dessus de lui, dans les 2 yeux. Donc là on me voit avec un drapeau. Et cette jument est très très sensible. Là on dirait un poney, elle a 3 ans, c'est une jument qui est arrivée comme une biche dans le box, comme le poulain d'André tout à l'heure. Donc elle est capable d'apprendre ça. Et en apprenant justement à supporter la longe sur son dos, à supporter le drapeau, on va même jusqu'à travailler avec un autre cheval pour la rassurer dans le mouvement, pour simuler un peu le cavalier au-dessus. Ces étapes-là ne vont pas changer la jument complètement, mais vont lui apprendre, en tout cas, de ne pas réagir à des choses qui lui font peur. Et me permettront, une fois dessus, de pouvoir communiquer plus facilement. Donc il y a des moyens de préparer des chevaux un peu sensibles à être montés avec plus de progression, de manière à ne pas se retrouver dans une situation où le cheval serait contre nous, contracté et pas à l'écoute. Donc cette mise en confiance fait partie des étapes pas toujours faciles à aborder lors du débourrage et qui sont importantes. Le rythme du cheval, voilà, il y a toujours une durée parce qu'on est sur... voilà, on nous confie souvent le 2 ans entre 15 jours et 1 mois, le 3 ans entre 1 mois et 3 mois. Mais ça dépend beaucoup de la sensibilité et bien sûr du passif, donc la mauvaise expérience ou pas de mauvaise expérience. Un produit brut avec une bonne progression permettra d'aller assez vite. Un cheval qui a eu quelques complications prend un peu plus de temps à réapprendre. Donc on va conseiller de prendre le temps, hein, de toute façon, pour en gagner par la suite.
Et je pense qu'il faut prendre le temps nécessaire. 1 mois dans une vie de cheval, c'est rien du tout. C'est rien. Donc c'est déjà beaucoup, tous ces apprentissages-là. Donc débourrage, s'il faut 3 mois, prenez 3 mois. S'il faut 5 mois, il faut 5 mois. On sait qu'ils sont bien sélectionnés, ceux qui sautent très bien en liberté, ils vont très bien sauter. Donc prenez le temps de leur expliquer leur future vie de cheval de selle, supporter le cavalier, supporter la manipulation, les soins courants, communiquer avec eux pour ensuite aller les spécialiser. Et préférer, ce sont des séances, pas de physique, ce sont des séances d'apprentissage, donc des séances courtes et répétées. Le défaut, c'est de vouloir dégazer ou faire fatiguer le cheval, mais vous l'entraînez. Donc, plus vous l'entraînez, plus ça devient difficile. Plus il a de résistance. Exactement. Donc, séance d'apprentissage courte. Voilà. Pour finir, le débourrage, c'est une étape clé, importante, à ne pas négliger. Important de connaître l'animal et ses besoins fondamentaux. Rappelez-vous que ça reste un herbivore, un être social et de plaine, on l'a dit tout à l'heure, par des passades de vue, même si ça va être un champion à un moment donné. Et s'adapter bien sûr à chaque individu. Il n'y en a pas un seul pareil, il n'y en a pas un qui va réagir de la même manière. Et prendre le sang nécessaire pour lui faire comprendre sa vie de cheval de selle, qu'on a choisi pour lui, de manière ensuite à le valoriser au mieux. Eh bien, merci beaucoup, Manuel Godin, pour ces explications et ces détails amenés sur le débourrage. Ça reprend exactement ce qu'ont dit André Odino et Eric Livenet juste avant, avec une étape supplémentaire. Alors, l'étape d'après, eh bien, c'est le cheval de sport. Là, on a parlé du poulain, on a parlé du saut en liberté, on a parlé du pré-débourrage, du débourrage, mais au final, à la suite, c'est bien une utilisation sportive. En tout cas, c'est l'objectif des chevaux qui nous concernent au Studbook Selle Français pour l'immense majorité d'entre eux. Alors là aussi, c'est quelque chose qu'on entend. Oui, mais démarrer si tôt, ça use les chevaux. Leur demander de sauter si gros rapidement à cet âge-là, eh bien, ça entraîne des contusions à la suite. Bah, statistiquement, est-ce que c'est vraiment le cas, Anne? Ça me fait plaisir de vous avoir là parce que vous étiez l'une des pionnières finalement de ce colloque du Studbook Selle Français il y a 4 ans, déjà en 2019, en visio à l'époque. Oui. Là, aujourd'hui, vous êtes avec nous. Notre ingénieure, alors, peut-elle nous donner un éclairage sur ce qu'il en est vraiment, une fois qu'on a fait tout ce travail-là? Est-ce qu'on perd du temps sur la longévité sportive de ces chevaux? Eh ben, c'est exactement la question donc, à laquelle je vais essayer de répondre. Objectivement, avec les résultats en compétition, est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir préparé ces chevaux très tôt, à 2 ans et à 3 ans, pour les faire participer à un concours étalon, est-ce que ça handicape leur carrière future? Alors pas en termes de est-ce qu'il va être bon ou pas bon, mais en termes de longévité, est-ce qu'il va durer plus ou moins longtemps en compétition du fait d'avoir été travaillé précocement? Alors déjà, pour répondre à la question, il faut savoir comment je mesure la longévité. Alors la longévité, c'est tout bêtement la durée de la carrière du cheval en compétition. Dès qu'il sort en compétition officielle, ben voilà, il participe à des compétitions exprimées en années. Alors, par exemple, notre cheval, s'il commence en 2015, qui sort en 2016, même s'il a une année creuse en 2017, il revient en 2018 et 2019, moi je vais considérer que pendant 5 ans, en gros, il a été dans le circuit. Donc il a eu une longévité de 5 ans en compétition. Sachant que mes données s'arrêtent en 2021. Donc en 2021, je ne l'ai pas vu réapparaître. Pour moi, ce cheval-là, il a duré 5 ans en compétition. Oui, ça va être le cas pour les chevaux qui ont fait la pause Covid. Alors, justement, on va voir ensuite que cette longévité, on va essayer de l'expliquer avec des effets, et l'effet de l'année va être effectivement très important. La conjoncture, qui ne dépend pas de la qualité du cheval ou de sa résistance à l'effort, mais qui dépend uniquement du fait qu'il y a eu le Covid et qu'on n'a pas pu sortir en compétition, peut mettre un frein à sa carrière. Et donc ça va être pris en compte dans le modèle. Autre exemple, un cheval qui commence pareillement en 2015, qui a aussi une petite année creuse, mais qui est encore là en 2021. Donc je sais qu'il a duré au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans en compétition, mais je ne sais pas évidemment ce qu'il va faire en 2022. Hein, mes données s'arrêtent en 2021. Donc ce que je sais, c'est sa longévité, elle n'est pas exactement de 7 ans, mais elle est au moins de 7 ans. Donc lui, je vais considérer qu'il a une longévité qui est au moins égale à 7 ans. Et donc en fait, je peux
analyser simultanément des carrières en compétition qui se sont réellement finies, on n'a pas vu réapparaître le cheval, et des carrières en compétition qui sont en devenir, tous les chevaux qui sont encore là en 2021, eh ben, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, mais ils ont duré au moins jusqu'en 2021. Et le modèle permet d'analyser ces situations complexes. Alors, ça c'est ce qu'on mesure, la longévité. Maintenant, comment est-ce qu'on l'explique? Quels sont les facteurs qu'on va faire rentrer dans le modèle pour expliquer cette longévité? Eh ben, l'année, comme on disait, une année Covid, une année avec des épidémies, ben, moins de chevaux sortent, et on le voit réellement ensuite, et ben, effectivement, il y a un effet sur la longévité du cheval en CSO. Le mois de naissance, on l'a mis dans le modèle en se disant, bah, tiens, peut-être qu'un cheval naît plutôt au mois de janvier, plutôt au printemps, plutôt un peu tardivement, ça peut influencer, mais au bout du compte, on a trouvé peu d'influence du mois de naissance sur la longévité. La région de naissance, pareil, il y a quelques disparités régionales, mais en fait relativement faibles. L'âge à la première sortie va être un facteur important. S'il commence de façon précoce, à 4 ans, à 5 ans ou à 6 ans, ça va impacter sa longévité en compétition. Et puis surtout le niveau de performance, avec des différences selon le sexe. Les femelles devant partir à la reproduction, bah forcément, elles ont plus tendance à être réformées que les mâles pour aller faire, pour aller faire des poulains. Et le niveau de performance, c'est l'effet majeur sur la longévité. Tout bêtement, un bon cheval, eh ben, il va durer plus longtemps en compétition qu'un mauvais cheval. On aura tendance à le réformer plus rapidement s'il ne réussit pas que s'il réussit en compétition. Et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, on a rajouté au modèle le fait de participer de façon précoce à un concours de selle français mâle à 2 ans ou à 3 ans. Sur quelles données? Eh ben, on a pris tous les chevaux nés depuis 1981 et sortis en concours de saut d'obstacle de 1985 à 2021. Alors on a quand même supprimé les cas un peu particuliers, les chevaux qui étaient nés à l'étranger, parce qu'on ne connaît pas quand est-ce qu'ils débutent leur carrière, donc on ne pouvait pas vraiment savoir quelle était la durée de leur carrière. Les chevaux qui ont une carrière mixte, qui participent aussi à des épreuves de dressage et de complet, avec un seuil, hein, si c'est une fois en dressage ou une fois en complet, ça ne compte pas, mais un cheval qui vraiment a une carrière à la fois en CSO et en dressage ou en complet, s'il sort une fois en CSO pour en fait après partir en complet, ben, on va dire tiens, il a été réformé du CSO, mais non, il a continué sa carrière en complet. Donc ces choix carrière mixte ont été supprimés de l'ensemble des données. Les chevaux qui sont de race poney ou trait, surtout les poneys, parce qu'ils peuvent participer à des compétitions chevaux, mais ils peuvent très bien faire leur carrière en compétition poney. Donc finalement, leur objectif de carrière est un peu différent, et pareil, on aurait pensé qu'il était réformé, alors qu'en fait, tout simplement, il continuait sa carrière en poney. Tout ça pour dire qu'au bout du compte, on a analysé les durées de carrière de près de 200 000 chevaux avec ce fichier. Ça, c'est la population de référence des chevaux français qui n'ont fait que du CSO. Exactement. Et donc, fichier quand même qui est fourni par la Fédération française d'équitation et qui nous permet de réaliser tous ces travaux. Alors, pour les concours étalons 2 ans et 3 ans, on nous a donné, le CEL français nous a donné la liste des étalons qui avaient participé de 2009 à 2020 à ces concours, soit 4800 chevaux. Donc 4000 ensuite ont participé à des épreuves de concours hippiques et 3500 avaient des carrières retenues, parce qu'il fallait qu'ils soient nés dans la bonne tranche d'âge, puisque je m'arrêtais en 2021, il fallait qu'ils aient au moins 4 ans en 2021 pour être inclus dans l'étude. Et donc au bout du compte, on a 1600 participants aux épreuves, aux qualificatives de 2 ans, donc environ 150 par an, qui sont nés de 2007 à 2017, et un quart de ces participants à 2 ans participent à la finale. Et un tiers vont participer à des concours à 3 ans. À 3 ans, j'avais 2500 chevaux, donc environ 200 par an, qui sont nés de 2006 à 2017, et dont les 3 quarts n'avaient pas en fait participé à des épreuves à 2 ans. Et ça, ce sont nos échantillons à étudier. Donc on a une population de référence et des échantillons, maintenant il faut comparer. Voilà, l'objectif, c'est de comparer. Et alors, on va aller directement donc, à ces résultats. Alors, comment est-ce qu'on présente les résultats dans cette analyse de longévité? On peut les présenter de différentes formes. Et une des
l'effet de nos différents paramètres sur la longévité, c'est d'exprimer en risque de réforme. Le risque de réforme, c'est la probabilité de finir sa carrière à un moment donné, sachant qu'on est arrivé jusqu'à ce moment. C'est tous les courbes qu'on a vues avec le Covid. Quel était le risque associé au fait de fumer, au fait d'être d'un certain âge, au fait pour attraper le Covid. On a eu beaucoup de chiffres comme ça, là c'est pareil. Donc en fait, le risque, c'est à tout moment, est-ce que ce cheval qui a eu tel passé, qui a participé à des épreuves à 2 ou 3 ans, est-ce qu'il a plus de chances d'être réformé que le cheval qui n'a pas eu ce passé-là? C'est ça qu'on mesure. Et donc il s'exprime par rapport à cette référence qui est la population générale. La population générale, elle a un risque de 1, par définition, et quand on a un risque de 2, ça veut dire qu'on a 2 fois plus de chances d'être réformé que le cheval qui a un risque de 1. Quand on a un risque de 1,5, 0,5, ça veut dire qu'on a 2 fois moins de chances d'être réformé que le cheval de la population de référence. C'est le même R qui est utilisé pour le Covid. Exactement. C'est le même fameux R qui est utilisé pour le Covid. Alors, le résultat, notre population générale, nous 190 000 chevaux, avec notre risque relatif qui est donc de 1, c'est notre base. Les chevaux qui ont participé aux qualificatives à 3 ans, mais pas à 2 ans, ils ont un risque relatif de 0,93. Et donc, si on se souvient de la diapo précédente, comme le risque est inférieur à 1, c'est en fait, ils ont moins de chances d'être réformés que notre population générale. Mais pas beaucoup moins, parce que 0,93, c'est pas 1,5, quoi. Mais un petit peu moins. Si on prend ceux qui ont participé aux qualificatives à 2 ans, mais qui ne sont pas finalistes, le risque, il est de 0,88. Donc ceux-là sont encore moins réformés que ceux des 3 ans. Et si on prend notre échantillon de finalistes, qui est forcément un peu plus restreint, le risque, il est de 0,82. Ça veut dire qu'un cheval qui a été finaliste à 2 ans, à tout moment dans sa carrière, il a 1,2 fois moins de chances d'être réformé qu'un autre cheval. Donc que des effets positifs avec un risque inférieur à 1 pour les chevaux qui participent au concours étalon. Si on le transcrit différemment par rapport à la question de base, s'il a moins de risque d'être réformé, ça veut dire qu'il a plus de chances d'avoir une carrière longue. Exactement, et c'est ce qu'est la diapositive suivante. L'autre façon de présenter les résultats, c'est d'exprimer ça en termes de demi-vie, en fait en termes, disons, d'espérance de vie ou de moyenne, de durée moyenne en compétition. La courbe que je vous présente là, c'est ce qu'on appelle une courbe de survie. C'est-à-dire qu'on va calculer la proportion de chevaux qui sont encore en compétition, c'est la verticale, en fonction à l'horizontale du nombre d'années qui passent en compétition. Donc au début, on a 100% des chevaux. Au bout d'1 an, on voit qu'on a entre 90 et 80% des chevaux. Au bout de 2 ans, 80%, et ainsi de suite. Et si on regarde ce qui se passe pour 50% des chevaux, donc pour la moitié des chevaux, on voit qu'il reste au moins 5,3 ans en compétition. Donc ça, la demi-vie d'un cheval de compétition lambda, c'est 5,3 ans. La moitié des chevaux reste au moins 5,3 ans en compétition. Et pareil, on peut comparer ces demi-vies pour nos chevaux qui ont participé à nos concours étalons. Et alors, ça donne quoi? Alors, pour notre cheval de base, donc notre population générale, on vient de le voir, c'est 5,3 ans. Et quand je dis cheval de base, ça veut dire un cheval qui a un niveau de performance moyen. Donc un ISO de 100, voilà, régulièrement au cours de sa vie. Si on compare... Les enfants, au fond, un peu de sérieux. Si on compare cette demi-vie à ceux qui ont participé aux qualificatives 3 ans, eh ben c'est un peu plus, c'est 5,6 ans. 5,8 ans pour ceux qui participent aux qualificatives de 2 ans et 6,1 ans pour les finalistes de 2 ans. Donc ça, c'est exactement les mêmes résultats que le risque, c'est-à-dire qu'on a un risque moindre d'être réformé et on a une espérance de vie qui est supérieure. Donc en fait, on gagne presque 1 an, 10 mois de plus. De compétition, on est bien d'accord. De compétition, en étant finaliste à 2 ans. Toute notre longévité, c'est vraiment des années en compétition. C'est pas est-ce qu'il va vivre jusqu'à 30 ans dans son pré.
Et si on compare ce résultat de cheval moyen avec ceux d'un bon cheval, donc un cheval qui aurait régulièrement vraiment un bon ISO, et là j'ai pris l'exemple de vraiment un bon cheval qui régulièrement arrive à 130, ben, déjà au départ, même dans la population générale, le bon cheval, il a une espérance de vie bien supérieure au cheval moyen. Il reste en moyenne 7,6 ans en compétition par rapport au cheval moyen qui restait 5,3 ans. Et pareil, on peut décliner avec celui qui a fait les qualificatives à 3 ans, à 2 ans, et puis qui est finaliste à 2 ans. Et celui qui est finaliste à 2 ans et qui est très bon reste pour 50% des chevaux 8,7 ans en compétition. Donc on gagne plus d'1 an de compétition. Donc on a le même schéma sur une longévité accrue, quel que soit le niveau, et c'est encore davantage lorsque le cheval saute plus haut, en l'occurrence, puisqu'on a gardé que les chevaux de CSO. L'effet majeur demeure la qualité du cheval, mais le fait de participer aux qualificatives a une influence favorable. Donc la sélection est bonne, et visiblement l'exercice plus jeune, que ce soit à l'obstacle ou le travail précoce, n'altère pas visiblement la carrière sportive. Alors, elle n'altère pas, mais justement, est-ce qu'on peut l'interpréter ? On ne peut pas savoir quelle est la cause de cet effet. Ce qui est sûr... Ah bah si on a un but, je suis foutue. On peut pas lutter. On va juste rester concentré. Encore un petit peu. Les fouteux dehors. Et donc, ce qu'on mesure, c'est qu'effectivement, il dure plus longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'il dure plus longtemps ? Peut-être parce que tout simplement, les étalons qui sont présentés à 2 ans et à 3 ans, c'est quand même des animaux qui ont la santé. Parce que si ça ne va pas dès 2 ans, 3 ans, on ne risque pas de les voir au concours étalons et puis ils ne risquent pas de durer longtemps en compétition. Peut-être que c'est aussi qu'ils ont bénéficié de meilleures conditions d'élevage parce que c'est des éleveurs conscients, compétents, qui présentent leurs chevaux à 2 ans et à 3 ans en concours étalons, c'est le français. Ce qui va de pair. Ce qui va de pair, évidemment. Peut-être qu'ils ont bénéficié d'un meilleur circuit de valorisation et que donc on a fait plus attention à eux, qu'on les a mieux conduits dans leur carrière et qu'on a mieux mené leur carrière, ce qui fait qu'ils ont duré plus longtemps. Mais peut-être aussi que finalement entraîner correctement, c'est-à-dire ne pas surentraîner, ne pas faire n'importe quoi, comme on l'a bien vu aujourd'hui, avoir un entraînement correct, précoce et mesuré. Finalement, c'est une habituation qui est favorable aussi à la longévité. Tout ça, c'est plein d'explications. Je ne sais pas laquelle est la bonne. Ce sont des explications possibles. Voilà. Je ne sais pas laquelle est la bonne, mais ce qui est sûr, c'est qu'on le constate. Et c'est peut-être un mélange d'un peu tout. Ce serait possible de faire une étude point par point ? Ça va devenir détaillé. Ce qu'il faudrait, c'est avoir l'information. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir est-ce que le cheval est en meilleure santé avant d'être présenté. Est-ce que le cheval, les conditions d'élevage, comment est-ce que je les mesure ? Je ne les ai pas. Voilà. Par contre, bien sûr, si on avait plus d'informations de ce type-là, on pourrait l'introduire dans le modèle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont bons qu'ils durent plus longtemps, parce qu'on a bien différencié les deux effets, le fait d'être bon et le fait de participer aux qualificatives. Donc c'est bien un effet intrinsèque des qualificatives. 2 ans, 3 ans, des concours étalons sur la longévité et pas uniquement le fait que c'est quand même des chevaux qui sont meilleurs que la moyenne. Ce qui renforce ces aspects donc de formation, d'éducation du cheval et aussi va conforter le choix de sélection du circuit et de construction dans le temps finalement. Les foals, les 2 ans, les 3 ans, c'est bien quelque chose qui s'inscrit dans le temps et donc dans cette longévité-là. Complètement. Et donc, pour conclure, je dirais que l'analyse de la longévité, c'est quand même quelque chose qui est riche d'enseignements. Le niveau de performance en compétition est le premier facteur de variation de la longévité. Mais ce que je ne vous ai pas montré ici, mais va falloir me croire sur parole, ce qu'on a pu montrer aussi, c'est qu'une année creuse, même si le niveau de performance est très important, une année creuse, par contre, n'est pas forcément défavorable. C'est comme si on avait fait une année moyenne. Ce qui est défavorable, c'est d'être vraiment mauvais, mais une année creuse ne l'est pas. Par contre, d'être bon, c'est très favorable. Ce qu'il va falloir me croire aussi sur parole, c'est qu'on a pu montrer aussi, on avait introduit dans le modèle l'âge au début de la carrière, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans et plus. Et en fait, plus on démarre sa carrière précocement, donc à 4 ans, et plus on dure longtemps en compétition.
Ça revient un peu à la même idée. Finalement, participer à des concours étalons à 2 ans, à 3 ans, n'est pas nocif. Ça ne veut pas dire qu'il faut matraquer un cheval à 4 ans. Voilà. Mais ça veut dire qu'un cheval bien géré à 4 ans, ça n'entame pas sa longévité. Et la longévité, en plus, est héritable. Donc, c'est un caractère qui est sélectionnable. On peut sélectionner les étalons sur ce type de caractère. Et c'est pour ça qu'on a développé notre projet LIFE pour trouver des caractères précoces associés à cette longévité et favoriser sa sélection. Et ça, c'est un projet en cours? C'est un projet en cours dont j'espère bientôt vous présenter les premiers résultats, car l'ensemble des phénotypages, donc des mesures des caractères, de ces critères précoces sur les chevaux, s'est achevé là, en cette fin d'année. Et donc l'an prochain, c'est les calculs et c'est les résultats. Bon ben voilà, après la caractérisation et les mesures en accélérométrie, eh bien on parlera d'héritabilité alors de ces facteurs de longévité. Et donc pour conclure, la participation précoce à un concours de jeunes étalons n'est manifestement pas délétère. Eh bien c'est parfait pour clôturer cette soirée. Merci Anne Ricard pour cette étude, ces bilans aussi qui nous confortent dans l'idée du travail qui est mis en place par le Studbook Selle français depuis quelques années maintenant. Merci à chacun d'entre vous, Manuel Godin, Anne Ricard, André Odino, Eric Livenet, de vous être prêtés au petit jeu de la table ronde ce soir sur l'éducation et la formation des jeunes chevaux. Merci à vous d'avoir suivi ici à Saint-Lô sur Internet. Ce sont des clés de lecture qui vous ont été données, des petites astuces aussi pour vous aider au quotidien. Le Studbook Selle français, vous le savez, continue de vous présenter et de vous offrir des formations justement pour vous accompagner. Pourquoi pas pour venir nous rejoindre sur ces concours. On espère vous y retrouver très rapidement. Laissez vos questions, vous qui êtes ici. On va bien évidemment aller regarder le match de l'équipe de France. On va pouvoir profiter de nos intervenants en direct. Les internautes, n'hésitez pas à envoyer un petit texto, un message sur le site internet, la page Facebook du Studbook. On y répondra bien évidemment très rapidement. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans quelques instants devant le match. Et sinon, demain à 10h pour le championnat des 2 ans, cette fois-ci.